Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour aussi à ceux qui sont en ligne, qui sont en train de nous regarder. Donc bienvenue à cette table ronde pourquoi et comment raconter la nature. Alors je vais présenter un petit peu les personnes qui sont autour de moi. Donc à côté de moi j'ai Jean-Michel Bertrand, réalisateur notamment de La Vallée des loups et de Marche avec les loups et bientôt de Vivre avec les loups. Donc la trilogie du loup. Après on arrête les loups ? Ah bon, non, enfin on continue les loups quand même, mais on arrête, vous arrêtez les loups. Très bien. À côté de lui, Sébastien Marnier, réalisateur de L'heure de la sortie, dont on va parler, mais aussi récemment de L'origine du mal. À côté de lui, on retrouve Marie-Laure Daridan, directrice des relations institutionnelles de Netflix France. À côté, Pierre Jolivet, réalisateur de Ma petite entreprise notamment, et des Algues vertes, qui va bientôt sortir, dont nous verrons des images exceptionnelles. Je n'en dis pas plus. Surprise. Et en Zoom, nous retrouvons Stéphane Cazes. Est-ce que je dis bien, c'est bien Stéphane Cazes, hein, c'est pas Cazes. Très bien, c'est ça. Cazes, ok, très bien. Stéphane Cazes, donc le réalisateur des Têtes givrées, qui est sorti aussi récemment au cinéma. Donc pour parler de cette pourquoi et comment filmer la nature, je vais vous poser une première question à 1000 euros. Pourquoi, en fait, on raconte la nature? Pourquoi la nature, selon vous, c'est une bonne source d'inspiration pour la fiction, pour le documentaire, voire pour l'animation? Enfin, pourquoi c'est une telle force de narration, cette nature, selon vous? Vous ne battez pas. 1, 2, oui. Je vais vous décevoir, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse le plus. Puisque le sujet du film que je viens de faire, Les Algues vertes, c'est l'histoire de ceux qui défendent la nature. Je ne suis pas tellement un naturopathe, je passe pas beaucoup de temps dans la nature, je suis un homme de banlieue, de ville, mais la nature me fascine, elle me fait peur, elle m'émeut, mais c'est pas mon élément. Par contre, ceux qui se battent pour la nature, là il y a de l'humain qui me passionne et qui me motive. Donc la nature n'est pas au cœur de c'est au cœur de ma préoccupation comme citoyen. Mais c'est pas ce dans quoi je vis. Je suis plus fasciné par le trouble et le tourment des hommes que par celui de la nature. Mais je pense qu'il y en a qui en parlent beaucoup, beaucoup mieux que moi. Et je suis beaucoup plus admiratif de ceux qui savent raconter la nature. Moi, j'aime bien parler de ceux qui défendent la nature. C'est plus naturel chez moi. Vous allez entendre beaucoup le mot nature, je crois, et toutes ces déclinaisons pendant cette table ronde. Alors, on se retourne vers vous, hein, évidemment, parlant de la nature avec les loups. Enfin, pourquoi la nature, pour vous, c'est une telle source de récit? Alors moi, pour le coup, c'est vraiment une passion, quoi. C'est un truc, je me pose même pas la question. C'est une passion. Je suis né en montagne, dans les Alpes. J'ai toujours eu cette passion. J'ai transgressé quand même un petit peu. J'ai passé 25 ans à voyager à travers le monde pour faire des films plutôt ethnologiques, un peu routard, globe-trotter, et avec toujours cette frustration de quitter cette vallée dans laquelle j'étais né. Et ça marchait bien. C'était une forme de reconnaissance quand on est jeune, qu'on voyage, qu'il nous arrive plein d'aventures. Et j'avais toujours ma petite larme quand j'étais dans un avion, j'avais toujours la boule au ventre et cette envie absolue de vivre ce rêve d'enfant. Et du coup, j'ai tout arrêté à un moment donné, j'ai dit j'en peux plus. Pour moi, le voyage, c'était devenu un bien de consommation. C'était pas très sain pour moi. Pourquoi j'allais parler des nomades mongols, que je connaissais assez mal, avec une conclusion un petit peu entendue sur ces gens-là, si différents de nous et tout, alors que moi je disais, le nomade, il va pas à Saint-Trope l'été, il va pas à Courchevel l'hiver et tout, mais moi non plus. Moi, j'avais envie de raconter finalement ce qui me passionnait. Donc j'ai tout arrêté, j'ai fait un premier film qui était un petit peu un film expérimental pour le cinéma quand même, avec vraiment un tout petit budget, une distribution minuscule, etc., qui était La quête de l'aigle royal, cet oiseau qui me faisait rêver depuis l'enfance, et où j'ai voulu raconter le chemin. Parce qu'il y a beaucoup de films nature, animaliers, où on voit des animaux super bien filmés et tout, mais on ne sait pas trop comment ça a été fait. Pour moi, c'était assez vide. Et j'ai voulu incarner ça, raconter ce chemin. Puis après, j'ai eu la confiance de producteurs, de Jean-Pierre Bailly, de Pathé, pour La Vallée des loups, contre toute attente, pour un gars qui sort des Hautes-Alpes avec un film complètement improbable. Jérôme Sédou, sur le coup, nous a fait confiance. Et on a fait La Vallée des loups, qui racontait de façon un peu plus sophistiquée, on va dire, ce chemin toujours. Et au plus j'avance avec les loups, au plus je te rejoins, justement, au plus je vois que la nature est politique, évidemment. Et les films nature, parce que c'est joli, on s'en fout.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est le rapport à la nature. Et le loup est éminemment politique, mais tous les rapports à la nature des humains, et notamment notre civilisation, sont politiques. Et tout ça se mélange. C'est pour ça que je trouve que c'est un peu dommage de mettre la nature quelque part dans une case. C'est de là qu'on vient, c'est de cette nature qu'on dépend. Donc pour moi, j'ai cette ambition de dire que c'est beaucoup plus grand que simplement la jolie nature. Oui, donc ça part d'un rêve au début, d'un rapport au rêve, puis maintenant c'est aussi un rapport politique finalement à cette nature. Ouais. Et vous, Sébastien Marnier, on retrouve la nature aussi, on va en parler un petit peu plus après, mais voilà, d'où ça vient, pourquoi la nature, vous voyez peut-être une source d'inspiration? Est-ce que parce que c'est politique? Moi, je pense que je me situe un peu au milieu de vous deux, c'est-à-dire que déjà d'une part, la nature, les paysages qui sont très présents dans mes scripts, déjà moi me permettent surtout de fuir Paris. Déjà, donc, de pas filmer Paris et Saint-Germain-des-Prés. C'est déjà un premier acte, disons, même politique, déjà, d'aller filmer les territoires. Et moi, je crois que ce qui me plaît en tant que metteur en scène qui fait plutôt du genre et qui en tous les cas cherche à réfléchir à cette question de ce que peut être le genre français aussi. Et en tous les cas, je pense que moi la nature est extrêmement présente parce qu'elle traverse mes personnages, c'est-à-dire qu'elle fait partie entièrement de la direction artistique de mes films, c'est-à-dire que c'est une nature extrêmement expressionniste, presque anthropomorphique, c'est-à-dire qu'elle prend en charge les émotions que traversent les personnages, elle l'illustre aussi, elle les illustre. Donc c'est une démarche plastique, on va dire, mais voilà, qui s'ancre dans toute cette recherche de la direction artistique que je fabrique pour mes films. Très bien. Marie-Laure, si... Avec plaisir. Oui. Écoutez, moi, je me sens très honorée et très humble à côté de tous ces créateurs d'œuvres merveilleuses qu'on a très hâte de découvrir. À titre personnel, moi, la nature, c'est une source inépuisable d'inspiration, de ressourcement. Voilà, moi, je suis une fille de la ville, mais dès que je peux, je pars dans la nature et en particulier dans la montagne. Donc voilà, je pense que la nature est un tout absolument inépuisable dans lequel tout un chacun peut puiser tout un tas d'histoires différentes. Et de ce point de vue-là, ça rejoint l'ambition qui est celle de Netflix, qui est d'offrir à des créateurs la possibilité de raconter tout un tas d'histoires très différentes. Et je pense que de ce point de vue-là, la nature est un bon client. On peut dire ça comme ça, Stéphane, c'est un bon client, la nature? Si je dirais ça comme ça, mais enfin oui, on peut dire ça comme ça. Mais moi déjà en tant que cinéaste, moi je suis fasciné par la nature et en tant que cinéaste, je me dis tout simplement, on peut faire des belles images, des images magnifiques en filmant la nature. Donc ça c'est déjà une source d'inspiration en soi. Et même si on raconte toujours des histoires humaines évidemment et que la nature c'est le cadre, mais que ça raconte beaucoup de choses sur nos personnages justement. Et de faire résonner cette nature avec nos personnages, c'est ça aussi qui leur donne de la force. Et je pense aussi que c'est très politique. Là, sur les Têtes givrées, pour donner un exemple concret, déjà, moi, c'est en partie en découvrant les glaciers que j'ai eu envie de faire ce film. Parce que j'étais tellement émerveillé par la beauté de ces endroits que j'avais envie de les filmer. Et donc d'inventer une histoire qui puisse me permettre de les filmer. Et en sillonnant la France avec le film, je découvre que énormément de gens ne savent pas ce que c'est qu'un glacier. La majorité des Français, je pense, ne sont pas au courant vraiment de ce que c'est, ne savent même pas qu'on en a chez nous, et ne savent pas qu'ils font, ne savent pas que c'est aussi beau. Et on ne peut pas vouloir protéger cette nature si on n'est pas au courant qu'elle existe, qu'elle est là, qu'elle est merveilleuse et qu'elle est en train de souffrir. Donc du coup, c'est aussi un acte politique, effectivement, de montrer ces images pour que dans la culture populaire, elles puissent exister et de faire aussi, en quelque sorte, de l'éducation à l'environnement. Alors, bien, je vais me tourner un peu plus. Je reviens vers vous. Parce que. Oui, voilà, on se regarde. Jean-Michel, parce que. Alors, c'est peut-être bête, c'est un raccourci absolu, mais quand on pense nature, on a tendance à penser documentaire. C'est-à-dire, on imagine les documentaires animaliers, documentaires sur la nature, les paysages, etc. Donc, c'est pour ça que je me tourne vers un digne représentant du genre, vous. À votre avis, est-ce que vous pensez que le documentaire, c'est le lieu de prédilection de la nature ? Pas du tout. Très bien, merci beaucoup. Voilà. Pas du tout, moi je suis très mal à l'aise par rapport à tout ça, justement par rapport à cet étiquetage documentaire, et je vois que j'ai d'ailleurs des fois des problèmes d'incompréhension auprès du public. Dans le documentaire, il y a le documentaire, ça englobe tout et n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il y a vraiment le documentaire, le film d'enquête,
qu'il a été vraiment un documentaire. Et puis il y a ce qu'on appelle le documentaire de création, comme je fais moi. Et là, on parle n'importe où. Mais le problème, c'est que vu qu'on est documentaire, on doit se méfier de ce qu'on dit. Parce qu'on nous dit toujours, ah oui, mais ça c'est pas vrai, ou là vous avez attaqué telle personne qui existe, qui est incarnée. Alors que dans la fiction, on peut aller n'importe où. C'est-à-dire, moi j'ai envie d'avoir un salaud dans la fiction. J'ai un salaud dans la fiction, et ça peut être n'importe qui, n'importe quel corps de métier, etc. Les gens prendront ça comme une histoire, et comme ce gars-là ou cette nana qui est un salaud. Alors que dans ce documentaire, on est toujours un petit peu comme ça, bridé. Et moi, j'ai du mal parce que j'ai envie de raconter des histoires. Je me sers évidemment de la réalité. Parce que je passe 4 jours, on a calculé pour la Vallée des Loups, 4 jours sur 7 au bivouac en montagne, en gros, sur les années de tournage, sur 2 ans. Donc je suis dans la nature, il y a vraiment une immersion, mais je raconte des histoires. Je laisse aller mon imagination, et là il y a ma subjectivité qui entre en ligne de compte, et je pars dans des rêves, dans des délires, dans des choses que j'ai envie de raconter. Et du coup j'ai un peu le cul entre 2 chaises. Et même au niveau, puisqu'on parlait de politique, moi j'ai toujours même si mes films sont assez poétiques, esthétiques, comme tu disais, moi j'adore filmer la nature, évidemment. Pour moi, la lumière me parle. Quand je passe des jours au bivouac et qu'il se passe rien au niveau des animaux, j'ai des lumières qui changent. J'ai cette montagne, en fait, qui est jamais la même. Donc ça m'inspire énormément. Mais j'ai vraiment envie, au travers de tout ça, de passer ce message. Notre comportement à nous, depuis des siècles, d'ailleurs, par rapport à la nature, pour arriver au résultat auquel on est aujourd'hui. Problème catastrophique de réchauffement climatique, d'effondrement de la biodiversité, on connaît tout ça. Et donc, pour moi, le moteur, c'est de raconter, de faire passer un message politique. Et du coup, je me questionne aujourd'hui sur mon prochain film. Parce que là, je termine cette trilogie des loups qui, pour moi, est cohérente, que j'assume, évidemment, et que je revendique complètement, et qui, pour moi, a été vraiment importante. Mais sur le prochain film, j'hésite vraiment à basculer vers la fiction. Non pas que la fiction me fasse rêver en tant que telle, et puis je pense que j'aurais du mal à faire un film de fiction, parce que j'ai cette liberté, moi. Voilà, je pars un mois, je tourne pas. Le producteur, il me donne 2 ans pour faire un film. J'ai mon budget pendant 2 ans. Les équipes sont minuscules. On vient me filmer 1 semaine par mois. Donc j'ai une espèce un jour j'ai envie d'y aller, je rentre pas, etc. La fiction, c'est juste l'inverse. On écrit, on a 1 mois, on a tant de jours, et clac, clac, clac. Et ça, je me demande si j'arriverai à l'assumer, en fait, d'un point de vue professionnel. Mais pour moi, la fiction, par contre, ouvre des portes beaucoup plus importantes. Je pense, c'est mon état actuel. Après, peut-être que dans 10 ans, je penserai autre chose. Mais là, j'ai un peu cette frustration de me dire, si j'ai envie d'appeler un chat, eh bien, en fiction, je peux le faire complètement. Dans ce qu'on appelle le documentaire, je suis quand même un petit peu limité, sauf si j'ai envie de faire un documentaire comme tu fais, un truc vraiment militant, où là je m'implique, je vais faire de l'enquête, je rencontre des gens, donc là on peut y aller. Mais moi j'ai le cul entre 2 chaises avec mes films, franchement. Je peux faire une incise, je viens de faire un film, donc Les Algues Vertes, je n'ai pas pu faire ce que je voulais. Je veux dire que j'ai un avocat qui a suivi phrase par phrase tout le film, on a dû se couvrir, on a dû changer des noms, voilà, c'est vraiment, quand on est dans la réalité, puisque le film se passe vraiment pendant la réalité, puisque à la fin du film, il y a un procès qui a eu lieu, que j'ai filmé le procès qui finalement a eu lieu 3 semaines après, parce que tout le film a débloqué le fait que le procès ait lieu. Donc on est aussi dans la fiction, si on est au cœur de la problématique politique, on n'est pas totalement libre, on doit faire attention. Enfin, je suis libre intellectuellement de ce que j'ai envie de raconter, mais je dois changer des noms, des lieux, sinon je repars avec les menottes, quoi. Oui, on ne peut pas dire tout ce qu'on veut finalement. Bon, finalement, vous n'êtes pas si libre, en fait. On est contraint par l'étiquette, ou même par le type de film dans lequel on est encarté. Et si tu fais une fiction sur les algues vertes, tu peux aller au bout du bout. Tu peux accuser qui tu veux, tu peux inventer des procès, des gentils, des méchants. Il n'y a pas de problème. Mais quand on est dans cette réalité-là,
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est un peu frustrant, quoi, aussi, quelque part. Après, les loups, ils vont pas vous faire un procès sur la manière dont vous les avez Non, filmés. mais il y a des gens qui ont un rapport à la nature et qui... le loup, quand on s'intéresse au loup, on découvre les humains. Oui, mais c'est surtout aussi beaucoup le sujet de votre prochain film, notamment. Vivre avec les loups, ça va être, je crois, autour vraiment de ceux qui... au quotidien, en fait, ont affaire aux loups, que ce soit les agriculteurs ou autres. Mais avant de continuer, et si on regardait la bande-annonce de La Vallée des Loups? Ah ben si vous voulez, moi... Bon, moi, ça me fait plaisir. Avec grand plaisir. Ça vous fait plaisir? Ouais. Ça nous fait plaisir. Allez, on regarde. J'ai grandi ici, au cœur des Alpes. Depuis quelque temps, une intuition m'obsède. Et s'il revenait ici, dans cette vallée secrète? Il faut que je me trouve un endroit pour dormir. Et je crois que je vais dormir là, voilà. Il faudra pas que je bouge trop cette nuit, mais bon. Je prends conscience que chercher un loup là-dedans, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Ouah. Et là, oh, c'est grave, hein. Ah ben c'est là qu'il faut que je pose une caméra. De merde. Je vais m'arracher les yeux, mais je vais rien lâcher jusqu'à la nuit. Oh yes, yes. Pourvu que les loups sortent pas, je pourrais même pas les filmer. Le matelas indestructible avec mon oreiller. Ce qui va avancer là, c'est une espèce de mort aux dents. Une envie colossale de vivre des trucs. Le loup sauvage, avec son retour, il apporte une autre dimension. Il enrichit mes rêves. Il enrichit mes rêves. Merci. Ce qui est intéressant aussi avec le film, c'est que d'une certaine manière, vous vous mettez aussi en scène. En fait, il y a le loup, on est à la recherche du loup ici, mais vous mettez vous en scène dans ce documentaire finalement. Donc comment on choisit, quand on fait un documentaire comme ça sur, là en l'occurrence, les loups, comment on choisit ce point de vue? À quel moment vous avez dit, tiens, je vais me mettre moi en scène et je vais pas juste chercher à filmer les loups, quoi. Enfin, que ça. Mais je filme ma quête du loup aussi. C'est vraiment le but du film, c'est-à-dire que les gens s'identifient. Et j'avais fait, comme je vous disais tout à l'heure, ce film expérimental, Vertige d'une rencontre, cette quête de l'aigle royal, qui me fascinait. Et je me suis dit finalement, quand on fait des films animaliers, on sait pas trop comment c'est fait, comme je disais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le chemin. Et que les gens s'identifient à moi, et j'ai pas meilleur retour quand j'accompagne les films en salle et tout, de gens qui viennent me voir, qui me disent, ah, vous m'avez donné envie d'aller bivouaquer, vous m'avez donné envie d'aller dehors, c'est que ça. C'est vraiment tout simple. Et en fait, je trouve que on est dans une telle surenchère aujourd'hui au niveau de la photographie animalière ou même du cinéma, hein, avec des productions BBC colossales, on fait des trucs avec des moyens. Je veux dire, au niveau image aujourd'hui sur les animaux, la technique, les moyens nous ont permis de faire des trucs incroyables. Et il y aura toujours mieux, toujours plus, et on est dans cette surenchère qui d'ailleurs parfois implique de vrais dérapages, quoi, avec des animaux imprégnés, dressés. Enfin, on est dans des trucs, c'est la surenchère à l'image. Et moi, j'ai voulu prendre le contre-pied total de ça, de dire, ben voilà, moi je suis le mec, j'habite là, j'ai envie d'aller là, j'ai envie de voir les loups et je vais filmer ça. Alors effectivement, dans la vallée des loups, autant dans Vertige d'une rencontre, je me filmais tout seul, en fait, c'était quand même assez trash, quoi. C'était quand même le truc avec de tout petits moyens. Je me filmais avec une vidéo pourrie à l'époque, et puis on tournait à l'époque encore en film. Donc tout ce qui était beau, animaux et tout, c'était en argentique, en film, en pellicule. Et puis tout ce qui était moi, c'était du son pourri, la vidéo, et le making-of était dans le film. Et ce projet avec le loup, on l'a fait un peu plus sophistiqué. C'est-à-dire que quand justement je suis allé voir Jean-Pierre Bailly, quand on a rencontré Jérôme Sédou, on lui a quand même dit, voilà, on va faire un film sur un animal qu'on ne verra peut-être pas. Mais moi, si je vois la queue d'un loup à 300 mètres à la fin du film, ce sera gagné. J'aurai une charge émotionnelle telle que ça passera. Et en fait, ce film, il s'est écrit au jour le jour. C'est vraiment un film de quête
où la façon dont je travaille, c'est en gros 3 semaines tout seul, où je filme et je fais ce que je peux, je suis à l'affût. Et puis 1 semaine où Marie Amiguet, en l'occurrence là, qui me filme depuis le début, venait me rejoindre et me filmer comme ça, en remettant en scène ce que j'avais vécu. Donc il y a un côté mise en scène, il y a un côté comme ça fictionné. Puis en plus, cette vallée des loups, on voulait pas donner l'adresse. Donc tous les plans larges, je suis avec mes chevaux, je suis dans la montagne, ben on allait tourner ailleurs pour qu'on reconnaisse des montagnes qui n'étaient pas les bonnes. C'est-à-dire que les gens disent « Ah oui, d'accord, c'est là. » Ben oui, c'est là, mais c'est pas là. Donc il y a vraiment une vraie mise en scène, mais en même temps, le film s'est écrit au jour le jour. Là, ça a été 3 années vraiment d'immersion pour La Vallée des Loups, 2 années, on va dire, de production pure. Et puis en fait, c'est ma vie. Moi, vous voyez, là, je suis en montage du prochain film. Je suis rentré ce week-end chez moi à Saint-Bonnet, dans les Hautes-Alpes. Dimanche, j'étais en train de relever des caméras automatiques pour voir si c'était passé, si les loups étaient là, etc. C'est ma vie. Et j'ai envie de raconter ça. Mais d'un autre côté, comme je le disais, j'ai peut-être un côté un peu schizophrène. On est tous un petit peu tordus dans notre tête. C'est peut-être trop pour moi, c'est peut-être trop bien. Et je me dis, j'ai envie d'aller plus loin pour vraiment enfoncer le clou. Et je me dis, effectivement, je me questionne quant à la fiction. Donc ce genre documentaire, vous voyez, c'est un peu tout et n'importe quoi, vraiment. Et le pire, c'est quand on me dit, vous êtes documentariste. C'est bizarre, je trouve que ça marche pas. Documentariste. J'ai l'impression que je travaille dans un bureau et que je trie des papiers, des documents. C'est bizarre, mais ça, c'est personnel. Mince, maintenant, je m'en veux de vous avoir associé uniquement au documentaire. Non, pas du tout. Par contre, vous ne donnez pas du tout envie de bivouaquer quand je vois ça. Hein. Le matelas qui est censé être indestructible, qui finit en miettes, ouais. Non merci, quoi. Ça, c'est pas pour moi. Ouais. Non. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que comme vous le disiez, vous venez des Hautes-Alpes. Vous avez grandi là-bas, si je dis pas de bêtises. Vous y vivez maintenant. Vous l'avez dit, vous êtes parti en Mongolie. Vous êtes parti un petit peu, voilà. En fait, finalement, est-ce que filmer en l'occurrence, pardon, je vais le dire, un documentaire. On assume. Un documentaire sur la nature, en revenant dans son pays d'origine, sa région d'origine aussi. C'est un peu finalement Est-ce que la nature c'est une affaire de proximité en fait ? Est-ce que c'est forcément... Vous l'avez un peu dit tout à l'heure que vous vouliez plus voyager parce que c'était trop finalement... Je sais plus quel mot vous avez employé tout à l'heure. Ouais, c'est un bien de consommation. Un bien de consommation. Donc finalement, est-ce que filmer la nature c'est avant tout une affaire de proximité ? Il faut savoir filmer autour de soi. Ah, moi je le revendique complètement. Et ce qui a été fou quand j'ai terminé même le premier film sur l'Aigle et encore plus La Vallée des Loups, je me disais, enfin, je peux raconter ce que j'ai envie de raconter, je peux partager ce que j'ai envie de partager. Et le voyage, c'est vraiment pas une affaire de kilomètres, bien évidemment, ça se saurait. C'est pour ça que c'est un bien de consommation. Je veux dire, on peut voyager, moi, quand je vous embarque, si justement vous avez très envie de bivouaquer, je vous emmène. Avec une meilleure tente. Non, mais avec un bon duvet et tout. Je vous emmène pendant 4 jours, 4 jours, ou même 2 jours. Mais vous allez vivre l'aventure. C'est-à-dire que si je vous y emmène au mois de janvier, qu'il y a des tempêtes, des trucs, ben vous dites là, si je fais une connerie, je peux y laisser la peau. Là, il n'y a pas de réseau de téléphone, il n'y a rien, je me fais une entorse, je peux pas rentrer, je suis à 5 heures de ski de rando, je peux crever. Le changement des paysages d'une vallée à l'autre, en plus nous dans les Hautes-Alpes, c'est hyper varié. Ça vous fait totalement voyager. Donc le voyage en soi, bon, c'est un autre sujet, hein. Mais pour moi, le voyage, c'est vraiment une affaire de regard. Et on peut effectivement voyager très près de chez soi. Et voilà, donc ça, c'est une évidence pour moi. Écrire près de chez soi. Je me tourne vers la salle, notamment vers Yasmina Auburtin. Yasmina Auburtin, vous êtes là, voilà. Hop, on va mettre la caméra sur vous pour que vous nous parliez d'une initiative qui est donc Imagine 2050. Ouais. Je crois qu'on va avoir des slides, mais voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Oui, bonjour Yasmina. À tous. Oh là là, ça fait drôle de se voir en grand écran. C'est agréable, non ? Envoyez la première slide, comme ça, ce sera moins désagréable. Alors, Imagine 2050, je suis consultante nouveau récit. C'est un tout nouveau métier. Alors, ça consiste en quoi ? Vous pouvez mettre la première slide ou pas, du coup ? Bon, c'est pas grave. On accompagne les leaders culturels. Alors, au sens très large, c'est quoi un leader culturel ? C'est un des émetteurs qui nous envoie tout un tas de messages. On en a dénombré 1000, 2000 par jour. Donc, ça va très largement des journalistes, auteurs, diffuseurs, mais même communicants.
Et on a eu cette très belle expérience avec Plus belle la vie. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner les auteurs aussi là où sont les audiences pour avoir un impact le plus grand possible. Et en accompagnant sur des arches qu'on dit écolo, mais qui finalement visent à se fondre dans le récit. Donc faire cette pédagogie clandestine d'une écologie qui ne dit pas forcément son nom et qui permet petit à petit, puisqu'on parlait de filmer la nature, c'est replacer l'humain au sein de la nature et se dire qu'on n'est ni à côté ni au-dessus, mais qu'en fait... Et donc ça passe par tout un tas de leviers qu'on peut avoir à disposition, des outils, de l'inspiration. Nous, quand on accompagne les auteurs, alors que ce soit sur Plus belle la vie ou des auteurs de romans, il y a deux choses qui leur manquent. Il y a la connaissance et la conscience des enjeux. Les données scientifiques pour mieux appréhender la réalité qui est pas très belle à voir quand on s'y penche vraiment. Donc premier aspect, vraiment quelque chose d'aller documenter les problématiques. Et le deuxième truc, et c'est pour ça qu'on s'appelle Imagine 2050, c'est qu'il y a une vraie problématique d'imaginaire, de comment la vie elle pourrait être autrement. Quels seraient nos modes de vie dans une société durable, souhaitable, écologique, solidaire. Enfin, on peut vraiment aller sur plein de territoires sur lesquels l'homme serait finalement en accord et avec ses limites planétaires et avec aussi une forme de justice sociale, de solidarité. Donc, quelle serait cette société idéale ? Et notre travail, ça va être de documenter ça, et pas forcément dans un futur qu'on imagine, mais aussi dans des vraies initiatives qui existent, parce que la bonne nouvelle quand même, c'est qu'il y a beaucoup d'êtres humains, d'organisations, de villages, de villes, qui vivent déjà ce modèle de société qui pourrait être résilient. Donc on travaille beaucoup sur la joie, l'enthousiasme. Moi, j'ai connu des grandes périodes d'éco-anxiété dont je suis sortie. Et là, l'idée, c'est vraiment d'aller plutôt documenter, enfin, faire face aux problèmes, mais à travers les réponses possibles à ces problèmes et à travers de vraies histoires et de vraies réponses. Et typiquement, pour vous donner un exemple sur Plus belle la vie, donc je vous parlais de problèmes à adresser les problématiques. Donc Pierre Monjanel, qui était directeur de la collection de Plus belle la vie à l'époque, nous dit: moi j'ai un problème avec Lola. Donc Lola, c'était ce personnage adolescente qui était donc l'écolo de la série. Mais on n'est jamais à l'abri des caricatures aussi quand on veut parler des écolos. Et là, Lola, typiquement, elle se lavait plus quasiment, elle avait juste son téléphone, limite elle arrivait à l'école pieds nus. On était dans la caricature et on avait besoin d'apporter un peu de corps à ce personnage, et on s'est inspiré de faits réels qui se sont passés aux États-Unis. Et puis, voilà, cette photo de tournage montre que là, c'était une autre thématique sur quelle organisation on pouvait apporter à l'entreprise GTS qui est dans la série. Et donc les photos de tournage montrent que l'équipe est beaucoup plus investie. En fait, c'est le deuxième effet qui se coule du fait de traiter ces sujets dans les fictions. C'est que là, toutes les équipes étaient vraiment très enthousiastes à l'idée de travailler sur ces sujets. On a accompagné aussi des auteurs chez Glénat qui avaient besoin d'adresser ces sujets à la jeunesse et avoir un petit peu d'impact aussi sur les réseaux sociaux pour diffuser plus largement toutes ces histoires. Voilà. Merci beaucoup, Yasmina. Je crois qu'il y avait des fans derrière. Voilà, c'est des fans. Donc, Imagine 2050, j'imagine qu'il y a un site internet, on peut se renseigner. Très bien, donc allez jeter un œil. On continue, il y aura un deuxième aparté comme ça dans la salle, mais on continue avec la fiction, parce qu'après de passer du documentaire, on a quand même 3 réalisateurs de fiction avec nous, et ce qui est intéressant avec vous 3, c'est que vous êtes dans 3 genres très différents dans vos fictions.
C'est-à-dire que Pierre, par exemple, avec Les algues vertes, on est plutôt sur le film d'enquête, clairement. Sébastien, avec L'heure de la sortie, plutôt le cinéma d'angoisse, de genre. Et Stéphane, avec Les têtes givrées, c'est plutôt, on est sur la comédie, d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'on pourrait dire comédie? Comment on pourrait le définir? Feel good movie. Comment? Feel good movie. Feel good, voilà, le feel good movie, exactement. Donc 3 genres très différents. Non, est-ce que selon vous 3, la nature est solvable dans tous les genres? On peut en parler n'importe comment. On pourrait même faire, je sais pas, j'allais dire un film érotique sur la nature, c'est autre chose. Mais est-ce qu'on peut, voilà, est-ce que la nature peut être abordée dans n'importe quel genre? Oui, je pense. Oui, selon la sensibilité de chacun, il faut savoir si la nature est un décor ou si la nature est le sujet. Et évidemment, on passe en permanence de savoir si la nature c'est fait pour faire joli derrière ou c'est véritablement le sujet de l'histoire que l'on raconte. Donc après, je crois qu'il n'y a pas de droit, il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'absolu en la matière. Moi, en ce qui me concerne sur le film, la nature était liée au sujet puisque les algues vertes, c'est toute une partie de la Bretagne et maintenant, ça gagne le sud. Et ce qui avait d'émouvant dans ce rapport à la Bretagne, c'est que j'ai passé mes vacances en Bretagne quand j'étais petit, en faisant du camping avec mes parents, comme beaucoup de Parisiens. Et donc, j'ai découvert vraiment ce pays incroyable qu'est la Bretagne et j'y suis retourné véritablement pour le film. C'était à la fois un comeback et puis la redécouverte d'une région absolument fascinante, tellurique, dévorante et qui est abîmée. Et donc, qui est abîmé en tout cas pour une grande partie, pour une très grande partie. Et donc, c'était de montrer ce qui s'est passé pour les héroïnes du film, puisque dans le film, c'est la vraie histoire d'Inès Leroux qui a écrit la bande dessinée et qui a vécu 3 ans en Bretagne sur ce sujet. Et à quel point, plus elle découvre que la Bretagne est abîmée, mais plus elle l'aime aussi. Donc, il fallait montrer la beauté et la laideur mélangées. C'est-à-dire que la nature telle qu'on la voit avec cette pureté incroyable de la côte d'Opale, par exemple, et puis à 5 km de là, il y a des kilomètres et des kilomètres de plages qui sont abîmées. Et voilà, c'était de se promener en permanence avec ce qui nous séduit absolument dans la nature et ce qui nous fait mal quand on voit qu'on l'abîme. Donc c'est un rapport à la nature qui est lié au sujet. Voilà, la nature, elle est liée intimement au sujet que vous traitez et de la façon dont vous avez envie de l'aborder. Oui, Sébastien. Je pense que la nature, de toute façon, évidemment, on peut la traiter, on peut la filmer dans tous les genres de films. Après, effectivement, comme disait Pierre, est-ce que c'est un personnage en soi ou est-ce que c'est simplement un décorum? Et à partir du moment où on décide de mettre en scène, de filmer la nature, je pense qu'il y a quelque chose forcément qu'on a tous en commun, c'est de filmer la nature comme un témoignage de quelque chose qui est sûrement en train de disparaître, ou en tout cas on veut se battre pour que ça ne disparaisse pas, ou d'être simplement le témoin, comme dans L'heure de la sortie, de cette idée d'éco-anxiété, justement de collapsologie qui peut traverser les héros de mon film. Mais je pense que effectivement, si on décide de s'accaparer et de regarder la nature droit dans les yeux, c'est qu'on a envie de raconter la fin d'un monde, sûrement, en tous les cas quelque chose où on veut lutter contre ça. Stéphane? Oui, je pense aussi que ça peut être dans tous les genres, évidemment. On peut parler de la nature dans tous les domaines. C'est pas, il n'y a pas un genre défini. Après, moi, sur les têtes givrées, on s'est beaucoup, avec ma co-scénariste Isabelle Fontaine, on s'est posé beaucoup de questions au début parce qu'on avait une de nos envies sur ce film, c'était de parler du réchauffement climatique, de faire un film sur ce sujet-là. Sauf que le réchauffement climatique, c'est pas un personnage, on peut pas faire un film sur le réchauffement climatique, en fait. Déjà, il faut savoir comment l'incarner, parce que c'est quelque chose de lent, de discret. Donc, il n'y a pas d'urgence à l'échelle d'un personnage. Et donc, l'idée des glaciers aussi est venue de là. C'est qu'un glacier qui fond, c'est une manière de voir le réchauffement. Sinon, il ne se voit pas. Donc, la mer de glace a perdu 16 mètres cet été, en période de canicule, donc un immeuble de 5 étages, en 3 mois. Ça, c'est le réchauffement climatique. Donc, c'est une manière de le voir. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il n'y a toujours pas d'histoire. On ne peut pas faire un film comme ça sur le réchauffement climatique. En fait, on est obligé de raconter une histoire humaine, et une histoire humaine dans un contexte de réchauffement climatique, avec des personnages confrontés à ce problème, et après, qui agissent ou qui agissent pas, ou comment ils vont réagir. Mais voilà, donc du coup, finalement, c'est toujours des histoires humaines qu'on raconte. Et sur les têtes givrées spécifiquement, l'idée de faire une comédie est née. On va dire, déjà, moi, j'avais envie de faire une comédie
déjà de manière personnelle. Et l'idée de faire une comédie qui parle de ce sujet, je trouvais ça intéressant, plus pour des raisons citoyennes, on va dire, parce que j'ai vraiment l'impression que l'écologie a une image dans notre société qui est assez mauvaise, qui est souvent liée à quelque chose de déprimant, de moralisateur, et donc d'essayer de casser, en tout cas, de casser ça et d'essayer de faire rire et de donner de l'entrain, de l'enthousiasme en parlant de ces questions-là. Voilà, j'avais envie d'aller vers ça. D'ailleurs, vos trois films, vous l'avez un peu évoqué, Sébastien, mais c'est vrai que vos trois films ont en commun une part de militantisme, en fait. C'est-à-dire que ils alertent sur la nature, qu'elle se rebelle contre nous ou non, mais en tout cas, les films pointent notre part de responsabilité aussi par rapport à cette nature. Donc j'ai une question pour vous trois. Est-ce que filmer la nature, quel soit le sujet ou le décorum, c'est forcément être militant ? Pour moi, oui. Un petit peu, oui, sur les algues. Oui, non, mais moi, c'est un film profondément militant. C'est une enquête d'une journaliste qui va mettre le doigt sur une omerta et voilà. Le rapport à la nature est permanent. Ce qu'il y a de militant dans le film que je viens de faire, c'est que il y a trois thèmes qui m'intéressent. C'est au cinéma, les documentaires. Sébastien disait très bien, il est le héros de son propre documentaire. Pardon ? Jean-Michel. Jean-Michel, excuse-moi. Jean-Michel, il est le héros de son propre documentaire, il a raison, c'est lui notre héros, c'est lui par qui va passer notre empathie. Le peu que j'ai vu, t'as envie d'être lui. Voilà, t'as envie de savoir si à la fin il va voir le loup, il va pas voir le loup, qu'on soit un homme ou une femme. Évidemment, dans l'histoire, moi, que je raconte, il y a d'abord une héroïne. Pour moi, les lanceuses d'alerte sont les héroïnes modernes. Et donc, pour faire un film, j'ai besoin d'un héros ou d'une héroïne. Là, il se trouve que c'est une vraie héroïne. C'est une journaliste qui a consacré 3 ans de sa vie en vivant d'une façon très chiche au sein de la Bretagne. Et j'ai mon héroïne en connexion avec la nature. 2, c'est l'omerta d'une région, évidemment, parce que là, on se rend compte que c'est tout un système politique que vous découvrez en voyant le film, mais c'est hallucinant, quoi. Il y a un vertige devant cette omerta, devant cet agroalimentaire tout puissant. Et la troisième chose qui me passionnait dans ce sujet, c'est que en Bretagne, c'est ce qu'on disait sur le réchauffement, ça se voit pas. Ce qu'il y a de formidable avec les algues vertes, c'est que ça se voit. Et que ce qui est intéressant, c'est que c'est emblématique de l'histoire du monde, la Bretagne. C'est-à-dire qu'on surproduit, on fait du lisier de toute nature. Et qu'est-ce qu'on trouve 6 mois après ? Il y a des vagues d'algues qui naissent et on décide de faire l'omerta là-dessus. Et donc, ce rapport de cette région avec son propre cancer, je veux dire que la nature, l'humanité, on a un cancer, j'espère qu'on va le guérir. On n'a pas encore trouvé la chimio, on est tous en train d'essayer de trouver des traitements, mais c'est un vrai cancer et là-bas, on le voit. Voilà. Et ça crée une émotion évidemment très forte dans notre rapport à la nature. Et Sébastien et Stéphane, est-ce que quand vous filmez dans l'heure de la sortie, vous parlez de collapsologie, par exemple, Sébastien, c'est une manière d'être militant, justement, de montrer cette inquiétude qu'on a à voir un monde disparaître, et de notre faute en plus. Oui, il y avait quelque chose forcément, en tous les cas, qui résonnait en moi. En plus, c'était l'adaptation d'un livre, donc qui avait été écrit 15 ans auparavant. Donc, il n'était pas question vraiment d'écologie à l'époque, puisque c'était pas quelque chose qui animait, en tous les cas, qui traversait ce groupe d'enfants maléfiques qui étaient les héros de ce livre. Donc, ça a été une réappropriation, en tous les cas, des thématiques du livre, déjà sur des questions, moi, qui étaient mes propres angoisses, mais aussi en interviewant et en questionnant la centaine d'enfants, d'adolescents qu'on a castés pour le film, et de voir, de constater vraiment que c'était la question numéro 1, l'inquiétude numéro 1, la question du genre et la question écologique, qui était vraiment celle qui les réunissait tous. Donc ça, c'était très intéressant. Et nous, c'était une manière, c'était avant Greta Thunberg. C'était assez drôle parce que la manière dont j'ai dirigé Louana Bajrami pour le rôle principal avait quelque chose comme ça d'assez autoritaire, d'assez froid et assez glaçant. Et après, quand j'ai accompagné le film, après la sortie du film, on me parlait beaucoup de Greta Thunberg, ce qui n'était pas encore... Mais en tous les cas, il y avait ce qui n'était pas encore arrivé, en fait, quand on a pensé le film. Mais c'est-à-dire que ce que Stéphane disait tout à l'heure, en fait, sur cette idée que l'écologie, ou en tous les cas les militants écologistes, ont quelque chose d'assez
une image plutôt négative et tout ça. En fait, là, c'était vraiment de filmer ça, c'est-à-dire ce côté excessif, en fait, des collapsologues ou en fait peut-être de ceux qu'on peut caricaturer assez vite comme des mauvais présages, on va dire, et à la fois de constater, tout en étant assez effrayés par eux-mêmes, qu'ils étaient des lanceurs d'alerte. Et c'est ça qui était intéressant, c'était de dépasser effectivement ce cliché-là, et qu'en fait le film, et ce que déjà le livre à l'époque, il y a 15 ans, essayait de questionner et de retranscrire, c'est une espèce d'angoisse morbide comme ça de cette jeunesse, quoi, qui s'est beaucoup focalisée aujourd'hui effectivement sur ces questions écologiques parce que l'avenir leur donne plutôt raison, en fait. Donc il y avait quelque chose effectivement à travers cette histoire qui était très genrée, très angoissante, en fait, comme une variation du Village des damnés, en fait, de questionner et voilà, cette question du réchauffement climatique, du dérèglement climatique, mais à travers le genre. Et donc, c'est-à-dire avec aussi, pour moi, c'est ce qui m'intéresse en tous les cas dans la mise en scène, et la nature participe à ça, c'est-à-dire à faire quand même quelque chose de spectaculaire, et qui soit par le biais du genre, justement, pas un tract ou quelque chose de trop premier degré, on va dire, quoi, et que ça reste aussi, et c'est ça là où le genre m'intéresse moi, quelque chose de divertissant pour ceux qui aiment, évidemment, comme c'est mon cas, avoir peur ou ressentir des grandes angoisses au cinéma. Voilà. Et comment on filme, parce que ce que vous dites c'est du genre, il y a de l'angoisse, on est stressé en regardant le film, hein, clairement. Parce que la nature est tueuse, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui circule dans l'air, qui tue. Comment on filme ça ? Comment on filme cette idée d'une nature tueuse, mais qui est inodore, incolore, invisible ? On voit rien, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de tuer. Comment on arrive à filmer ça ? Cette nature qui, finalement, ne nous veut pas du bien parce qu'on lui a pas fait du bien. Alors je crois que c'était un des enjeux évidemment les plus excitants du film, c'est-à-dire le film dans sa mise en scène commence par un très long plan séquence sur le soleil, en fait, avec un zoom assez lent, et surtout ce qui a défini toute la grammaire du film, c'est ce plan-là, puisqu'il a fallu trouver avec mon monteur son et mes musiciens, en fait, du son du soleil. Ce son, en fait, puisque j'ai décidé de placer le film en temps de canicule, très oppressante, en fait. C'est vrai que c'est quelque chose dans le genre, on a plutôt, enfin, en plus maintenant, c'est plus vraiment ça ce que je vais dire, mais quand même, à l'époque, quand je me suis posé cette question-là, le genre était souvent crapoteux, pluvieux, nocturne, et là c'était de prendre complètement le contre-pied de ça, c'est-à-dire on avait vécu les premières canicules avec ces sources d'angoisse que ça provoquait chez nous, c'est-à-dire mais quand est-ce que ça va se terminer, il fait 40 degrés encore à 20h, c'est quelque chose d'extrêmement angoissant et de quelque chose de très, j'avais envie de filmer une espèce d'aridité. En fait, j'avais découvert 2 ans auparavant ce tournage, un film australien qui s'appelle Walking Fright, en fait, et qui est un film qui se passe dans le désert avec des chasses aux kangourous, et en fait voilà, il y avait quelque chose d'un seul coup qui prenait le contre-pied de tout le cliché, en fait, du genre, et en même temps qui s'inscrivait, j'avais l'impression, complètement dans l'époque, en fait, que c'était cette histoire de réchauffement climatique qui donnait à ressentir et à voir, en fait, par cette désertification, en fait, des décors, ce qu'il y avait dans la tête de ces personnages. Donc c'était à la fois filmer le soleil, c'était trouver le son de la nature, c'était décider de filmer, d'organiser le tournage en plein mois d'août, en pleine canicule réelle, alors que l'histoire se passe en mai. Donc c'est-à-dire comme s'il y avait aussi une accélération aussi de l'été qui était trop précoce. Et voilà, et c'est-à-dire que c'est quelque chose qui, comme vous le disiez, qui circule par Shalamayan l'avait fait aussi dans Phénomène. Avec le vent. Nous, c'est aussi quelque chose qu'on utilise beaucoup, comme si voilà, les graminées, enfin en tous les cas, cette angoisse se disséminait et passait de tête en tête, de cerveau en cerveau. Voilà, c'était un peu les idées, en tous les cas, les premières idées qui m'étaient venues pour mettre en scène ce film. Je propose qu'on regarde quelques images lors de la sortie. Ça vous dit ? Oh bah ça me dit, oui. Si ça vous dit, ça me dit aussi. Alors. Je vais remplacer M. Capadis pendant quelques semaines. Alors je vous demanderai de l'accueillir avec bienveillance et gentillesse, hein, comme vous savez le faire. Les élèves de la 3e 1 ont obtenu la meilleure moyenne de l'académie ces 4 dernières années. Quel âge est-ce que vous avez ? J'ai 40 ans. Mais du coup, pourquoi est-ce que vous êtes encore suppléant ? Je vous demanderai d'être particulièrement attentif à leur cas. Regarde ce qu'ils ont répondu à la question 8.
Quel métier voudriez-vous exercer? Manutentionnaire, hôtesse de caisse, femme de chambre, professeur suppléant. Tiens, ça c'est pour toi, c'est dans ta gueule. Allô? Allô? Il y a déjà eu des problèmes? Ils ont toujours été très proches, très solidaires même. C'est des ados, c'est tout, il faut que tu comprennes ça. Ils aiment bien tester leurs limites. Qu'est-ce que vous préparez? Vous voulez vraiment qu'il se passe quelque chose dans votre vie? C'est pour combler un vide? C'est fini vos conneries là! Pourquoi vous faites ça? Vous voulez pas voir la vérité en face. Vous êtes tous cinglés ici. En fait, ce qui est intéressant avec l'heure de la sortie et les têtes givrées, vous en parliez Sébastien, mais c'est en effet d'avoir ce focus sur la jeune génération. C'est cette jeunesse qui est au centre dans les deux films en fait. Alors vous en parliez, c'était avant Greta Thunberg pour l'heure de la sortie. Les têtes givrées, c'est tout récent, hein, c'est sorti il y a quelques semaines maintenant. Est-ce que c'est une manière de rendre hommage à cette génération qui, on a l'impression, porte le fardeau de l'écologie, des problématiques à résoudre entraînées par ceux qui les ont précédés? Enfin, est-ce que c'est une manière de leur rendre hommage et aussi de les encourager peut-être à faire... on a l'impression que c'est eux qui portent l'écologie actuelle, donc est-ce que c'est une manière de les observer? Alors oui, tout à fait. Quand on a commencé à écrire Les Têtes givrées, 2 mois après, Greta Thunberg est apparu. Donc on avait vraiment l'impression d'écrire en même temps que ce mouvement apparaissait. Et tout en écrivant, on a rencontré beaucoup de jeunes qui militaient pour le climat et on s'en est beaucoup inspiré. D'ailleurs, c'était assez intéressant parce qu'on rencontrait aussi des glaciologues. Et d'un côté, on avait vraiment des glaciologues qui étaient très précis sur les mesures des glaciers. Et puis, il y avait quelque chose de l'ordre à la fois du magique, parce que c'est complètement magique tout ce qu'ils nous racontent, et à la fois de l'ordre du terrible, parce qu'ils nous annoncent la fin des glaciers, la fin de leur métier, alors que c'est des gens passionnés, quelque chose de tragique, quoi. Et d'un côté, on rencontrait des jeunes qui étaient survoltés et qui nous disaient « mais jamais on va laisser les glaciers disparaître, c'est pas possible, on va jamais laisser faire ça ». Et donc, dès l'écriture, on sentait vraiment le côté scientifique terrible de la situation contre l'utopie et ce rêve des gamins qui veulent tout changer, quoi. Et cet espoir, en tout cas, qui suscite. Et j'ai trouvé ça très intéressant et on a essayé dans le film de pousser ces deux aspects et d'aborder. Tout à l'heure, on posait la question aussi si c'est un film militant, si filmer la nature est forcément un acte militant. J'ai envie de dire oui, d'une certaine manière. Après, c'est toujours militant de montrer surtout des images qu'on ne voit pas souvent au cinéma. Mais on peut pousser le degré du militantisme en fonction du film. Et dans Les Têtes givrées, on a essayé de montrer plusieurs attitudes possibles face au changement climatique. On est parti du postulat que c'est là, le réchauffement climatique, c'est pas une histoire de croyance, c'est pas une histoire partisane, c'est là, quoi. Voilà, les glaciers reculent. Quand on vit à Chamonix, on le voit, on peut pas le nier, c'est là. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Et il y a plusieurs personnages qui ont des attitudes différentes. Il y a les jeunes qui rêvent, il y en a qui vont apporter leur petite pierre, il y en a qui vont essayer de complètement changer leur vie, il y en a aussi qui vont essayer de profiter du glacier tant qu'il est encore là, il y en a qui vont basculer dans la violence, et même si j'aime pas ce terme, dans ce qu'on appelle l'écoterrorisme, il y en a qui vont faire de la désobéissance civile. Et donc voilà, c'est là, et quelle attitude on peut avoir, et d'essayer de questionner les spectateurs sur notre attitude face à ce réchauffement climatique. Il y en a aussi qui ne le voient pas, qui ne veulent pas le voir. Et voilà, donc c'était aussi une manière de montrer des personnages face à cette question et de faire réfléchir sur les attitudes possibles à avoir et d'essayer d'inciter avec ce film tous ceux qui le souhaitent à agir à leur niveau. Et c'est là où la réalité rejoint la fiction. C'est que j'ai appris en faisant ce film, parce qu'il y a vraiment deux thématiques, il y a vraiment l'écologie, le réchauffement climatique et aussi l'éducation. Et j'ai appris qu'il y avait énormément d'enseignants qui faisaient des projets pédagogiques incroyables. Il y a des élèves qui restaurent des courants en Guadeloupe, il y a des profs qui amènent des élèves au Groenland, faire des sorties scolaires. Et il se passe plein de choses, en fait. Et j'ai trouvé ça très, très intéressant aussi, de rejoindre, quand on s'aperçoit, comme toujours, que la réalité dépasse la fiction, quoi.
C'était pas ça mes sorties scolaires, c'était pas le Groenland. Ça existe en tout cas. Je pense qu'on peut regarder aussi quelques images des têtes givrées, si ça vous dit. Et de voir un peu de glacier, ça va, au cas où vous aviez chaud. C'est quoi cette sortie scolaire qui claque le sol là? Je commence à râler dès maintenant, on n'est pas rendu. Hein. Monsieur, j'en peux plus là. Je suis à 2 doigts de la crise tachycardiaque. Tachycardiaque. Monsieur, c'est vrai que le glacier va disparaître? Ouais, si personne ne fait rien, oui. Tu m'as parlé d'une balade dans la montagne, pas d'une descente dans un trou de 15 mètres. J'avais l'air ridicule face aux parents. Débo, elle a une idée pour empêcher le glacier de fondre. Mettre 3 bâches sur un glacier, ça te fait kiffer ça? Faut qu'on se bouge alors, hein. Moi je suis à fond, vous êtes chaud vous? On n'est pas des Gandhi ou des Greta, je sais pas quoi. Qu'est-ce que t'en sais? Bâcher un glacier. Non, tu te fous de moi là. Allez, dispersion! Tu pourrais pas leur faire un simple exposé sur le réchauffement climatique? Avec un petit diapo comme tout le monde. T'as vu le monde qu'on est en train de leur laisser là? Je veux que vous soyez une équipe. Oh, bulldozer! On les foutra en l'air! Vous arrêtez de jouer avec nos enfants. On s'est donné à fond et on pourra même pas poser une bâche. Vous voulez vous battre pour ce glacier, oui ou non? Les grands projets écolo, tout ça, c'est fini. Tu voulais qu'ils bombent le torse, non? Regardez bien, parce que tu les changeras plus. Si nous, on est incapable de faire bouger toute une vallée, de quoi vous serez capable? Ce qui est intéressant, Stéphane et d'ailleurs Pierre, c'est que vos films sont basés sur des réalités. C'est-à-dire que là, l'histoire des bâches, c'est quelque chose qui existe en Italie, en Suisse, je crois. C'est là que vous êtes notamment inspiré de ça. Pierre, c'est une adaptation d'une bande dessinée qui existe, qui est une véritable enquête. Vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, la bande dessinée, j'ai peur de dire une bêtise, mais donc c'est de Alguevert, l'histoire interdite. Voilà, de Inès Léraud et Pierre Van Hove, édité chez Delcourt, en l'occurrence. Donc là, ça existe déjà, mais quand vous faites ces films-là, quand vous adaptez, que ce soit la bande dessinée, que ce soit ces initiatives qui existent déjà, est-ce qu'il y a quel impact vous voulez avoir? Quel impact vous espérez que le film puisse avoir en plus? Des millions d'entrées, acheter une maison avec une piscine, c'est pas très écolo. Une bagnole, voilà quoi, c'est ça l'idée. Non, je sais pas, moi, ce qui me concerne, j'ai pas tant adapté la bande dessinée. Quand j'ai lu la bande dessinée et que les producteurs m'ont proposé de faire l'adaptation, je savais pas du tout que faire de cette bande dessinée passionnante où tu tournes les pages. Je fais non. Ah oui, c'est passionnant. C'est pas vrai, non, mais c'est incroyable. Mais je savais pas du tout quel film en faire. Et en fait, très vite m'est venue l'idée que ce qui m'intéressait, c'était la personne qui avait écrit la bande dessinée. Donc ça a été de convaincre Inès Léraud de devenir l'héroïne de sa propre histoire et de la bande dessinée qu'elle avait écrite. Donc à partir de là, je suis pas dans un schéma classique. Mais par contre, je suis véritablement, ce que je disais tout à l'heure, dans la réalité. Là, je suis dans la réalité de son enquête, je suis dans la réalité des procès qui sont en cours, parce qu'il y en a des procès qui sont en cours. J'ai rencontré tous les lanceurs d'alerte, tous ceux qui ont de procès en cours, donc j'étais lié, pieds et mains liés par cette réalité, ça m'a excité. Parce que comment je peux faire du cinéma avec une réalité qui est en cours? Et donc ça passe par l'émotion réelle des héros. Et donc là, forcément, c'est du cinéma, parce qu'ils vivent une histoire qui les dépasse, une histoire très violente, où il y a des morts. Et moi, c'était de réussir l'alliage, je ne sais pas si je l'ai réussi, mais en tout cas, c'est ce que j'ai tenté. C'est comment faire du cinéma qui soit exaltant, parce que moi, j'aime le cinéma quand il est exaltant, du cinéma qui vous transporte, et en même temps qu'on ne se sente jamais manipulé. Pour plaire ou pour voilà, c'est de passer, comment séduire sans manipuler, comment rendre le spectateur excité sans le manipuler, en étant au plus près de la réalité humaine des héros. Ça, c'était vraiment le pari le plus exaltant. Et aussi de résumer, puisque j'étais dans cette réalité, de résumer en 1h30 3 ans de combat. Donc trouver les ellipses, les flashbacks, et se rendre compte quel cheminement est arrivé. Maintenant, la question, c'est à quoi ça peut servir. Non, c'est pas à quoi ça peut servir, enfin, c'est quel impact on espère, d'autant plus pour diffuser cette histoire. Quoi. Alors, moi j'espère l'impact, c'est qu'il y ait une prise de conscience, mais surtout, l'impact principal, à mon avis, c'est de poser le problème. Parce que je ne vais pas, moi, résoudre tout le problème de l'agro-agriculture intensive en France, en Europe et dans le monde. Je ne suis pas équipé pour ça, moi je fais du cinéma. Mais si au moins le problème est posé.
que le problème est posé, qui déclenche des débats et que les spectateurs se disent « Ah, c'est un vrai sujet, demain, dans mon vote, dans mes raisonnements, je prendrai ça en compte. Qu'est-ce que je peux faire pour prendre ça en compte ?» Et ça, c'était vraiment émouvant pour moi parce que je suis d'une génération un petit peu plus âgée que les autres. Et je suis un jeune homme qui découvre René Dumont quand il a 20 ans. Et tout d'un coup, cet homme pose un verre d'eau et raconte ce qui va se passer dans les 50 ans qui viennent. Et là, à partir de là, je deviens écologiste, je milite, voilà, avec mon frère, on fait énormément de sketchs sur l'écologie, je deviens cinéaste, voilà, je milite, mais je suis un chieur. Et de chieur, en 50 ans, je deviens fréquentable. Mais c'est d'une grande violence pour ma génération, parce que tout était dit. On savait tout, on savait que ça jouait à 2 ou 3% à plein de niveaux, et que ces 2 ou 3%-là, personne n'en voulait. Personne ne voulait se poser la question, mais si on à 2 ou 3%, les grandes sociétés, on peut jouer, on pouvait jouer sur les curseurs, ils étaient là, ils étaient à disposition. La marche du monde a fait qu'on était traités comme des... On s'est foutu de ma gueule, mais pendant 30 ans, quoi. Oui, c'est ça, prends ton vélo avec ta baguette de pain. On se foutait de notre gueule, quoi. On était les empêcheurs de tourner en rond. Et hélas, tout ce qui a été dit arrive. Donc, on est terriblement triste. Enfin, moi, je suis terriblement triste d'avoir eu raison, quoi. Parce que j'aurais préféré me tromper. Mais René Dumont ne s'était pas trompé, il avait tout dit à l'avance. J'aurais préféré que vous vous trompiez aussi. Ouais. Est-ce que... Alors, je vous propose de regarder en exclu... Oh, pardon, Stéphane. Non, je ne sais pas si vous voulez que je réponde aussi. Si, alors franchement, allez-y. Excusez-moi, c'est que comme vous êtes dans une télé, et c'est très bizarre de parler à une télé. Non, mais c'est parce que parfois, je suis en visio, du coup, parfois, je ne sais pas trop. Bon, bref. Oui, non, si vous posiez la question sur les attentes qu'on a sur le film. Moi, sur Les Têtes Givrées, j'ai mes attentes purement de réalisateur. On va dire, j'ai juste envie que les spectateurs aiment le film, qu'ils passent un bon moment, qu'ils ressentent plein d'émotions et tout ça. Mais j'ai aussi des attentes de citoyens avec ce film. Et c'est vrai que c'est un film qui parle vraiment de l'impact qu'on peut tous avoir. Et je rejoins la question de l'utopie. Mais moi, je suis persuadé que la transition écologique, si les personnages, si tous les Français se comportaient comme les personnages du film Les Têtes Givrées, je suis persuadé qu'on arriverait à la faire. Et vraiment, il y a énormément de choses qu'on peut faire avec de la volonté, et surtout de la volonté de groupe, et on peut vraiment déplacer des montagnes, faire des choses qu'on pense impossibles si vraiment on s'y met tous, quoi. Et donc, c'est sûr que j'espère que ce film peut avoir un impact, et je sais qu'il en a, parce qu'il y a déjà des jeunes qui m'ont écrit, qui m'ont dit qu'ils voulaient faire des projets zéro déchet dans leur collège, ou des choses comme ça, ou des enseignants qui veulent faire des projets d'éducation à l'environnement, qui me contactent après avoir vu le film. Et c'est là où je trouve qu'on a un art qui est quand même assez magnifique avec le cinéma, parce qu'on peut impacter la culture populaire et ça peut se traduire dans des faits réels, en fait. Et donc, il faut qu'on puisse utiliser cet art, parce que on peut vraiment avoir un impact, quoi. Comme le film Demain avait un impact immense. Donc voilà, au-delà du film, en tout cas, une fois que le film existe, c'est à la société en entier de s'en emparer pour essayer de transformer l'essai, comme on pourrait dire. Si, transformer l'essai, c'est pas mal. C'est plutôt bien vu. Je vois que vous avez pris le micro, Pierre. Vous voulu ajouter quelque chose ? C'est passé. Voilà. C'était fugace. Alors, peut-être, je vais vous laisser un petit peu de temps pour peut-être retrouver votre idée en regardant la bande-annonce qui est une copie de travail. Alors, je dis pas de bêtises, copie de travail. Oui, je l'ai volée vendredi à ceux qui l'ont faite. Voilà, carrément dérobé cette bande-annonce, des algues vertes. Donc, c'est les premières images. On découvre. Vous voulez bien me raconter ce qui s'est passé ? Oui. D'après ce qu'on sait, Thierry va quitter l'entreprise vers 8h. Il va charrier des tonnes de bouts d'algues vertes en putréfaction, dégageant de l'H2S, l'un des gaz les plus dangereux du monde. Et on est allé reconnaître le corps. Mon fils, il était tout noir. Ils ont dit que c'était une mort naturelle. Mais l'enquête continue, non ? C'est aux autorités de décider si une enquête continue ou s'arrête à Madame Leroux. Bonjour, je suis journaliste, je fais des reportages sur la Bretagne. Je vous appelle au sujet des algues vertes. Et c'est à cause de l'agriculture, c'est ça ? C'est ce que je voudrais savoir. Je suis désolée, mais ça va pas être possible. Ils font tout pour pas me parler. Dès que tu t'approches des algues vertes, ça pue dans tous les sens du terme. Je pense même que ça peut être dangereux. Vous abusez pas à foutre par terre notre belle région. Si je tombe mal... Et tu tomberas toujours mal. Lâchez vraiment ce que vous faites. Vous êtes comme qui
dirait la femme à abattre. Vous savez, tout le monde a peur dans cette affaire. Faut comprendre qu'ici, chaque famille a quelqu'un qui travaille dans l'agro. Vous, la FNSEA, c'est vous qui choisissez les ministres de l'Agriculture ? C'est pour ça que les agriculteurs nous élisent. Vous savez ce que c'est la vraie violence ? C'est le prix du lait. 30 centimes le litre depuis 30 ans. Des reportages et ils font trop de remous. Vous avez reçu un appel du ministère, c'est ça ? Les écolos vont encore nous faire chier. Les autorités mentent et jouent avec la vie des gens ? Faites attention à vous quand même. Nous sommes en guerre, Madame Léraud. C'est une vraie et grande guerre économique. Il faut que vous soyez vigilants un jour ou l'autre. Vous les aurez face à face, les yeux dans les yeux, les victimes de votre guerre. C'est une première mondiale. Hein. Une exclue. Et juste comme ça, pourquoi d'avoir pris Céline Salette ? Non, excusez-moi, parce que je pense au film Rouge où elle jouait aussi une journaliste et militante et qui mène l'enquête, mais là qui ont d'autres conséquences aussi écologiques. Mais voilà, pourquoi Céline Salette ? Pourquoi pas, après tout, mais voilà. Oui, formidable actrice qui a l'âge, qui ressemblait un petit peu physiquement à Inès Leroux, avec qui elle a beaucoup travaillé. Voilà. Et puis une femme engagée dans la vie, qui a fait son premier film. Enfin, voilà. Je l'aime. Non, mais je l'aime parce que c'est une actrice exceptionnelle et voilà. Et puis elle a surtout cette intériorité, cette violence en elle dont j'avais besoin pour le rôle. Elle est à la fois douce et d'une force incroyable parce qu'il faut survivre à ces 3 années-là. Et Céline avait ça, enfin dégageait ça, quoi. Et c'est une grande rencontre avec Inès Leroux et moi j'ai eu la chance de la filmer. Voilà. Merci. Alors, j'ai une autre intervention de la salle. Cette fois-ci, je me tourne vers Caroline de Chanterac. Je ne me suis pas trompée. Merci, Caroline. Alors, qui va nous parler de l'initiative L'écran d'après, s'il vous plaît. Ah, sans micro. Est-ce que vous auriez un micro pour Caroline ? Ah, mais voilà. Mais Pierre, il a tout. Voilà. Vous connaissez la maison ? Merci beaucoup. Oui, effectivement, moi, je représente le collectif L'écran d'après. L'écran d'après, c'est un mouvement qui a été initié par des professionnels de l'audiovisuel et du cinéma. Après un constat qui est de se dire, justement, vous en parliez au début de cet échange, que ces sujets sociaux et environnementaux, puisque nous, on traite les 2 sujets, on a parlé d'humain et de nature, mais nous ne sommes qu'un, comme le disait Yasmina, et on ne peut pas avoir de transition écologique sans transition sociale et vice-versa. Et donc, la question, c'était de se demander comment est-ce qu'on traite ces sujets au travers de la fiction, puisqu'ils sont très souvent traités au travers du documentaire aujourd'hui. Et donc, on a réuni une grande partie des leaders du secteur pour travailler ensemble sur un outil qui s'appelle le guide de l'écran d'après, qui est aujourd'hui disponible en open source et qui a pour objectif d'aider les auteurs, les producteurs, les distributeurs à questionner les messages qu'ils vont mettre à l'écran dans leur fiction sans pour autant contraindre la créativité. Parce que ces messages, finalement, c'est une question de curseur qu'on peut ajuster dans tout type d'histoire, tout type de format, et on n'est pas obligé de faire des films qu'on va étiqueter films écologiques ou films plus sociaux ou sociétaux pour parler de ces sujets. Ça peut juste être une arène, un élément du récit, et c'est l'objectif de ce guide. Donc ce guide, concrètement, il prend la forme, alors j'ai des slides aussi, je ne sais pas si elles sont disponibles, mais sinon c'est pas grave, il prend la forme d'une grille de questionnement et d'un centre de ressources, donc tous 2 accessibles sur le site l'écrandaprès.com en open source. En fait, il y a même 3 versions de cette grille de questionnement, une pour l'écriture, une pour la production et une pour la distribution. Dans l'écriture, on trouve des questions sur le profil des personnages, leur quête, mais aussi le modèle de société, donc comment on va parler de la consommation et quelle va être justement cette place de la nature, quelles vont être les interactions entre les personnages et leur environnement, et quelle va être aussi la conscience des enjeux sociaux et environnementaux de ces personnages. Et dans les questionnaires de production, on trouve des questions sur l'éco-production du tournage, parce que c'est difficile de questionner le fond sans la forme et vice-versa, et sur la campagne d'impact, donc comment est-ce qu'on fait pour porter ces sujets au-delà de la fiction, et pour faire en sorte d'aller toucher le spectateur dans sa vraie vie. Et ces grilles de questionnement, aujourd'hui, sont intégrées dans les chartes d'éco-responsabilité de
Media One et de Newen, par exemple, qui demandent à leurs équipes de travailler avec cet outil. Et on a beaucoup d'intérêt au niveau international, et c'est pour ça qu'on lance la version internationale de ce guide de l'écran d'après, qui s'appellera Screens of Tomorrow, au Festival de Cannes, dans le cadre du marché du film, avec une conférence qui est labellisée Impact par le marché du film du festival. Et donc voilà, je vous invite tous à découvrir ce guide et à l'utiliser, et surtout à le partager, parce que si on veut que les fictions évoluent, il faut que l'ensemble des équipes, de l'écriture à la production à la distribution, soient dans une même dynamique pour qu'il y ait vraiment une évolution sur cette façon dont on traite ces sujets à l'écran. Merci beaucoup, Caroline. Donc, je vous encourage à aller sur le site de l'écran d'après et de télécharger, je crois que c'est ça, en open source, ce guide. Je me tourne vers vous, Marie-Laure. Vous avez été bien sage depuis le début de... Merci. Parlons de Netflix et justement de son rapport à ces œuvres qui touchent la question de la nature, que ce soit de l'écologie ou que ce soit, voilà, encore une fois, le personnage ou le décorum. Mais en tout cas, comment Netflix, cette plateforme, choisit ses œuvres, que ce soit des séries, des films, des documentaires, qui abordent ces sujets-là? Est-ce que déjà c'est important pour Netflix d'avoir des œuvres qui parlent de nature? Alors oui, bien sûr, c'est très important. C'est des sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur et sur lesquels on est extrêmement mobilisés, et on y reviendra peut-être un peu plus tard. Mais voilà, je voulais juste dire, déjà, c'est absolument fascinant de vous écouter les uns les autres, parce que ça raconte toute la diversité des regards, des histoires, des angles, que la nature soit le sujet ou le décor, des histoires humaines qu'elle raconte. Donc voilà, c'est évidemment incroyablement passionnant. Et je pense que ça rejoint, et c'est ce que je disais tout à l'heure très rapidement, mais ça rejoint la promesse qui est celle de Netflix, que d'offrir à cette grande diversité de regards la possibilité de s'exprimer, que d'offrir à tout un tas de créateurs différents la possibilité de raconter leurs histoires à notre public. Donc voilà, c'est ça qu'on essaye de faire. Nous, on veut être un lieu de la plus grande diversité possible, de la plus grande variété possible d'histoires, de genres, que ce soit des séries, des films, des documentaires, des programmes hybrides dont on ne sait pas très bien comment les appeler. Voilà, que tout ça puisse trouver sa place chez Netflix. Alors, pour répondre très concrètement à votre question, nous, on part... ce qui nous guide, c'est la liberté créative. On n'est pas le créateur. Le créateur vient nous voir et pour nous partager une histoire qu'il a envie de raconter. Il rencontre nos équipes créatives et après, voilà, on se dit, ah bah oui, ça c'est une histoire et on y va. On prend des risques. Il y a des choses qui marchent, d'autres qui marchent moins bien. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment que on part du désir d'un créateur de raconter une histoire. Dans ce cadre-là, il y a tout un tas de choses que les créateurs ont envie de raconter et pas que la nature. Mais c'est vrai qu'on constate que la nature, l'environnement, les questions écologiques, le réchauffement climatique sont des sujets dont les créateurs ont envie de plus en plus de s'emparer. Et comme on l'entend rien qu'aujourd'hui, quoi. Voilà, donc dans ce cadre-là, ça peut être là aussi, la nature peut être le sujet de l'histoire ou alors le décor ou un personnage ou un moment dans l'histoire. Et nous, notre rôle, c'est d'accompagner ces créateurs. Et dans ce cadre-là, on a mis en place une équipe qui est là comme une ressource pour les créateurs qu'elle accompagne, qui peut faire du fact-checking, du conseil, apporter un accompagnement aussi du conseil scientifique sur une façon de traiter un sujet. Donc on a des équipes en interne qui sont à la disposition des créateurs avec lesquels on travaille et qui peuvent les accompagner si les créateurs le souhaitent, bien sûr. Mais souvent, on voit que quand ils ont testé, ils ont envie de continuer parce que voilà, c'est vraiment en tout cas un accompagnement qui peut vraiment les aider. Et puis après, notre rôle, c'est évidemment de permettre à ces histoires d'exister et d'être le plus visible possible. Et c'est là qu'on rejoint la force du modèle de Netflix, qui est de permettre à des séries, à des films de rencontrer, d'être mis à disposition, d'être offert à plus de 230 millions de foyers à travers le monde, dans 190 pays, sous-titrés, doublés dans des dizaines de langues. Donc voilà, ça c'est vraiment la force de notre modèle et c'est ce qui est une chance quand on veut parler de ces questions-là et qu'on veut les mettre à l'agenda d'une audience globale. C'est évidemment une singularité qui nous, je pense, distingue.
C'est ce qui s'est passé avec Don't Look Up. Voilà, c'est un exemple, mais un exemple quand même assez parfait parce que c'est le 2e film le plus populaire sur Netflix de tous les temps, donc c'était quand même assez extraordinaire. Et c'est vrai que de voir ce film qui tout d'un coup, dont tout le monde parlait dans le monde entier, avec un hashtag Don't Look Up qui est entré dans le langage courant et qui est un espèce de cri de ralliement des militants écologistes à travers le monde, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Donc voilà, c'est ça notre contribution. Et est-ce que ça devient un critère même pour la plateforme d'aller vers ce type de fiction, par exemple comme Don't Look Up, qui est très engagé? Est-ce que des œuvres assez engagées comme ça peut être un critère pour la plateforme? Je suis pas sûre que ce soit un critère, encore une fois, parce que nous, on est vraiment le lieu. Enfin, voilà, on cherche à rencontrer des histoires singulières et à offrir une très large variété d'histoires et de récits. Donc, on se dit pas, il faut qu'on aille vers ça. Mais le fait est que de plus en plus de créateurs ont envie de raconter ces histoires-là, et c'est très bien, et c'est évidemment très important. Je voudrais embêter 2 minutes Marie-Laure et faire de la politique, parce que on est quand même au cinéma des cinéastes. Et vraiment, Netflix, je dois le dire, est un partenaire assez exemplaire dans toutes les négociations qu'on a faites et tout le travail qu'on peut faire ensemble. Mais je remarque quand même quelque chose qui m'intéresse bien au-delà de Netflix. Je parle des plateformes, puisque j'ai toutes les plateformes chez moi, donc je zappe un petit peu partout. Et ce qui est intéressant, c'est que les grands succès des plateformes, et Dieu sait qu'on en parlait à l'Ouest, rien de nouveau, cette nouvelle adaptation de Remarque, du livre de Remarque est époustouflante, et elle a eu juste titre l'Oscar du meilleur film étranger, mais on se rend compte que le gros de la production, quand je dis le très gros de la production, c'est sur des films historiques. C'est-à-dire que ce soit le très beau western de Jane Campion, ou que ça soit à l'Ouest, rien de nouveau, vous regardez en général les grosses productions des plateformes, c'est du film historique. Le film historique elle peut être politique, parce qu'il peut mettre le doigt sur un sujet politique qui, par comparaison, nous parle pour aujourd'hui. Mais quand même, le vrai film politique, donc Look Up, il y a un vrai film politique, mais sur une fiction. On imagine ce que seraient des présentateurs télé qui rentreraient dans un système de réflexion différent. Mais pour l'instant, en tout cas, on va voir dans les années qui viennent, c'est le cinéma. Le cinéma lui-même, le cinéma qui crée des objets qui se confrontent au marché, dont personne n'avait envie au départ et qui vont se confronter au marché. Voilà. Le cinéma est seul encore le médium qui aujourd'hui pose la question des sujets d'aujourd'hui, du glacier d'aujourd'hui, des lanceurs d'alerte d'aujourd'hui. Voilà, She Said, c'est un film d'aujourd'hui qui nous raconte l'histoire Weinstein. C'est un film qui a des films qui ont des terminaisons nerveuses sur la politique, le réel de la politique d'aujourd'hui. Pas des fictions qui imaginent, comme Don't Look Up, ce que ça pourrait être, ce qui est très intéressant. Moi, je parle du film d'aujourd'hui. Et ça, c'est intéressant. Parce que ça veut dire que quelle est la vision du monde par les plateformes? C'est une plateforme qui peut être comprise par le plus grand monde et qui, quand même, au bout du compte, pour l'instant, on va voir dans les années qui viennent, ne veut pas quand même trop déranger. Parce que dans ce cas-là, on est en face de la vraie réalité, des vrais dirigeants, des vrais, comme dans mon film, on parle des vrais ministres de l'agriculture. On est sur aujourd'hui et maintenant. Voilà. Donc il y a les lanceurs d'alerte d'hier et puis il y a les lanceurs d'alerte d'aujourd'hui. Et on peut se dire que Indigène, c'est un formidable film engagé qui a fait que la retraite des harkis a changé. Là, on se rend compte que le cinéma joue un rôle incroyable. Spotlight a évidemment énormément contribué à poser le problème du viol dans l'église. Ça, on fait un métier formidable pour ça, quand on arrive à faire des films qui influent sur la société. Mais moi, j'aurais toujours un petit cœur particulier, une tendresse particulière pour les films qui sont sur aujourd'hui de ce qui se passe maintenant. Voilà. Je pense que oui. Enfin, je pense que on est peut-être encore au début de cette histoire-là aussi. Tu vois, je pense qu'on va voir. Je pense que bon, pour moi, Don't Look Up, c'est un film politique. Mais voilà. Mais il n'y a pas, pour rejoindre, voilà, la promesse, c'est d'offrir cette multiplicité de regards possibles. Maintenant, je pense qu'on est au début de cette histoire et qu'on verra des choses dans les années à venir, plus audacieuses peut-être. Oui, absolument. Après, nous, je pense peut-être juste pour ouais, non. C'est l'ensemble des plateformes. Hein. Oui, alors après. Qui vous est commune. C'est pour ça que c'est intéressant.
Ouais, tu crois qu'elle nous est... Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, pour parler de Netflix, ce qui nous anime, c'est aussi de comprendre quelles sont les attentes de notre public. Et tu vois, sur ces sujets de nature et d'environnement, on a mené des enquêtes, bien sûr, des sondages pour savoir quelles étaient les préoccupations de nos abonnés, de nos membres. Et on a constaté que, évidemment, les questions écologiques, la nature, est un sujet de préoccupation majeure pour nos membres. 80% d'entre eux veulent voir des histoires qui racontent l'environnement, la nature, sous des angles là aussi très différents, et sont aussi en attente d'histoires positives, et c'est là que ça rejoint ce que disait Stéphane, mais d'autres façons de raconter aussi le réchauffement climatique, peut-être plus légères, plus positives, plus optimistes, et puis ils veulent voir la nature dans des comédies romantiques, dans des thrillers, dans des choses très très variées et très différentes. Donc c'est ça aussi qu'on s'efforce de faire, et le fait est que, pour vous donner un dernier chiffre, en 2022, on a 165 millions de foyers qui ont regardé au moins un titre sur une thématique en lien avec l'environnement. Donc voilà, c'est vraiment très important. C'est important pour nous, c'est un sujet qui nous tient à cœur, mais on se rend compte que c'est un sujet très important pour notre public. Moi, je rejoins un petit peu ce que tu disais, évidemment, et tout ça, c'est pas pour l'instant, peut-être qu'effectivement ça va évoluer, mais que c'est pas central, en tous les cas, dans le catalogue, en tous les cas, des plateformes. Mais moi, je trouve que c'est un peu facile aussi d'attaquer tout de suite aussi les plateformes. C'est-à-dire que moi, j'aimerais aussi qu'on dise que les grands groupes aussi, et que même nos chaînes, sont de plus en plus frileux pour les films politiques en général, en fait. Et donc, c'est un mouvement aussi qui est plus transversal, et que je trouve évidemment, et qu'il faut qu'il y ait cette pluralité, qu'il y ait des films politiques sur les plateformes aussi, mais nous aussi, sur notre cinéma d'auteur et sur la manière dont il est produit et tout ici en France, il y a des vraies questions qui se posent, et que je trouve que il faut aussi que ces questions elles soient mises sur la table aussi, parce que nous-mêmes d'ailleurs, peut-être qu'on en parlera après, on a aussi, nous sommes aussi une industrie extrêmement contradictoire, c'est-à-dire que nous faisons des films, là, tout ce qu'on raconte depuis tout à l'heure, et je pense évidemment que c'est des films qui sont importants, qui peuvent changer parfois les mentalités, ou en tous les cas mettre le doigt sur quelque chose, et nous sommes en même temps donc dans ces films-là, parce que quand nous parlons de l'écologie et du problème écologique, nous faisons une critique évidente du système libéral, puisque c'est ça qu'il faut remettre en question. Mais nous faisons absolument partie de ce système. C'est ça qui est compliqué aussi. C'est-à-dire que nous faisons partie d'un système, nous sommes financés par ce système-là, nous sommes, et nous faisons attention le plus possible, et ça, je pense que nous en avons de plus en plus conscience, mais aussi une industrie qui a une empreinte carbone extrêmement élevée, en fait. Donc voilà, on signe des chartes. Je me déplace à vélo entre mes décors. Est-ce que ça fait de moi vraiment un bon écolo sur mon plateau? Je ne sais pas. On essaie de faire le plus d'efforts possible, mais nous sommes en tous les cas une industrie qui doit aussi se remettre en question de manière plus globale, en fait. C'est-à-dire que nous sommes aussi financés par maintenant les plateformes, par les chaînes, par les groupes, par la publicité aussi. Donc voilà, c'est aussi, je pense que on doit aussi nous-mêmes se remettre en question là-dessus. Je peux dire une chose? Oui. Oui, moi je pense que les écotournages, ça peut vraiment avoir un impact, en fait. Évidemment, un écotournage, c'est limité, mais si on faisait que des écotournages, ce serait immense. Nous, sur les TGV, on a essayé de pousser les limites. Et je dis pas on était parfait, on n'était pas parfait, mais on a fait de notre mieux. Pour prendre des exemples, évidemment, la cantine était bio-locale. On a fait du zéro déchet sur tout le tournage. On n'a rien jeté. On avait des lampes à basse consommation, des costumes qui étaient fabriqués en France, du maquillage bio. On essayait le plus possible d'aller sur le tournage à vélo, effectivement. On imprimait peu de papier. Pour prendre un exemple concret, la feuille de service, on l'a jamais imprimée. Bon, si c'est 3-4 feuilles pour 80 personnes pendant 2 mois, ça fait plusieurs dizaines de milliers de papiers qu'on n'a pas imprimé. Et si tous les tournages de France faisaient ça au bout d'une année, c'est énorme les quantités qu'on pourrait sauvegarder, quoi. Donc je pense que ça devrait juste être la norme et que ça peut avoir un impact. Alors après, on peut toujours se dire que c'est pas suffisant, mais faut déjà le faire, quoi. Et ensuite calculer l'empreinte carbone. Donc là, après, il faut des producteurs qui osent. Yves Darondeau l'a fait sur notre film. Il a payé une compensation carbone, donc c'est super. Voilà, à partir du moment, si on était tous dans cette démarche, si tous
toutes les entreprises, dans les écoles, dans les collèges, dans les hôpitaux, si tout le monde était dans cette démarche, mais je pense vraiment qu'on arriverait à faire cette transition écologique, quoi. Et il y a évidemment le système qui pose problème en son sein, mais on peut déjà faire beaucoup de choses avec de la volonté collective, et je pense que si on s'y mettait tous, le système aussi, on arriverait petit à petit à le changer, quoi. Et je dis ça parce que les Têtes Givrées, c'est des grands groupes qui l'ont financé. C'était TF1 Studio, UGC, et pourtant c'est un film engagé sur le climat. Donc comme quoi c'est possible aussi. C'était pas un frein dans les financements sur ce film-là. Donc voilà. Enfin, je pense qu'on peut tous en tout cas avoir un impact. C'est ça que je voulais dire, et qu'il faudrait tous qu'on s'y mette sur les écotournages parce qu'on est en 2023 et que ça devrait être la norme partout. C'était pareil, hein, mon tournage en Bretagne, c'est une jeune équipe majoritairement bretonne. Il n'y avait pas une bouteille d'eau en plastique, on mangeait bio, enfin voilà, c'était évident, quoi. Seul truc, premier matin, je suis arrivé, on m'a filé une voiture diesel, donc j'ai dit non, je la prends pas. Mais c'était la dernière et c'était la moins chère, donc il y a des arbitrages à faire. En dehors de ce genre de petits pièges qui existent encore maintenant, enfin voilà, en tout cas, sur les producteurs indépendants, on voit ça extrêmement fortement et c'est bien. C'est totalement fondamental. Et moi, je vous rejoins, Stéphane, quand vous dites, mais que voilà, c'est un effort collectif, en fait. Donc, on doit chacun jouer notre rôle, mais après, ça changera si tout le monde se mobilise et très fortement. Donc effectivement, il y a eu quand même des avancées sur les écotournages, de systèmes qui ont été référencés par le CNC pour les bilans carbone récemment, etc. Donc tout ça, ça va évidemment dans le bon sens, mais il faut le faire très très vite et il faut s'organiser. Côté Netflix, nous, tous nos tournages français, on fait un bilan carbone de tous nos tournages systématiquement. Et puis on travaille avec Sequoia et on aura un éco-référent sur chacun de nos tournages français. Donc voilà, c'est une démarche dans laquelle on s'engage de façon extrêmement volontaire, mais qui est absolument essentielle et qui est collective, quoi, évidemment aussi. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, aussi Netflix, vous avez alors comment on appelle ça, un programme, en tout cas, je sais jamais prononcer le mot, c'est un enfer. Sustainability. Merci, Sustainability, exactement, où Netflix est dans un engagement pour réduire très fortement ses émissions de CO2, c'est ça ? Oui, absolument. Nous, on a aussi cette responsabilité très forte. Ouais. On est une entreprise. La science nous dit qu'il faut de façon urgente nous organiser. Donc, on s'est engagé. On a beaucoup travaillé en interne déjà. On s'est organisé. On s'est fixé des objectifs ambitieux. C'est à la fois de rendre le divertissement écologique, ou durable, je sais pas comment, make entertainment sustainable. Et puis de l'autre côté, c'est de rendre l'écologie, les questions environnementales divertissantes dans tous les sens du terme. Enfin voilà, donc c'est un peu ce double objectif sur lequel on travaille. Sur le premier volet, on a fait un énorme travail de mesure de notre empreinte carbone dans le monde, au terme duquel 60% de notre empreinte carbone se situe au niveau des productions audiovisuelles cinématographiques. Donc c'est vraiment la priorité. Ça ne veut pas dire qu'on ne regarde pas le reste, mais c'est la priorité. Le reste, c'est 30-35% les opérations de Netflix à travers le monde, location de bureaux, déplacements, transports, etc. Et puis 5% le streaming. Voilà, donc on fait un gros travail. Une fois qu'on a mesuré et qu'on a cartographié tout ce qui se passait, l'enjeu c'est évidemment de réduire. Et donc on s'est engagé à réduire de moitié, pratiquement 45% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Et on est en bonne voie pour y arriver, mais c'est un travail de tous les instants, quoi. Donc on est vraiment très très mobilisés. Ouais. Je propose que pour clôturer, avant de laisser les questions au public, c'est d'en regarder un clip de Netflix qui fait le tour justement de production, que ce soit ciné, en tout cas série, film, documentaire, peu importe, fiction, qui traite en tout cas de la nature. Fundamental principle of nature is survival. We're facing paradise lost. We're replacing the wild with the tame. And this is not what was me. This is just the reality of what's happening. It's important that we start deploying solutions unnaturally fast. The fires, the poisoned air and water, the unlivable future, the destruction that will follow me, it starts with you. If I seem like a radical, it may be because I see things that others do not.
you realize that there's a line that can't be crossed. There might be some hope in this wasteland after all. Let's ride! If we act now, we can yet put it right. What if we create a more positive image of this future? Make us proud. This has never been about the rebuilding of buildings. It's been about the rebuilding of human lives. We live at a unique moment in time where we can change history. This is the story of our changing planet and what we can do to help it thrive. Planet Earth is a miracle in the universe. We are its caretakers, and it is our duty to stay. Stay and fight for our world. Oui, sustainability, je vais m'entraîner, hein, c'est quand même pas un mot fastoche. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Peut-être, je ne vois pas très bien, parce que j'ai des spots dans la tronche. Okay. Non, c'était parfaitement clair. Zéro question. Criez hein, s'il y en a un, parce que vraiment, je vois rien. Ici. Très bien. Bonjour. Ce n'est pas une question, mais comme il n'y a pas de question, je me permets de faire, vous apporter quelques explications par rapport aux impacts écologiques et l'écoproduction. Je voulais juste rappeler qu'il existe maintenant depuis 2009 un collectif devenu association qui s'appelle EcoProd. Donc ecoprod.com, qui est d'ailleurs partenaire de cet événement, j'ai vu dans les logos, qui propose de manière bien sûr gratuite un tas d'outils, de fiches pratiques, un calculateur carbone aussi qui a été justement homologué par le CNC. Voilà, et dans ce cadre-là, bien sûr, on a énormément travaillé sur les problématiques concernant le CO2, qui est vaste et qui englobe vraiment tous les métiers. Mais en même temps, ce qui nous manquait, c'était un travail sur la biodiversité, parce que toute personne qui sort dans la nature, surtout si ce sont des professionnels, peuvent avoir un impact sur la biodiversité puisqu'ils sont en contact direct. Et ça renvoie aux images qu'on vient de voir. Donc en fait, nous sommes en train de finaliser un guide sur les bonnes pratiques dans le respect de la biodiversité en cas de tournage extérieur, qu'il s'agisse de pubs, de fiction, etc. Pourquoi pas les documentaires, mais je pense que les personnes qui sont sur les documentaires sont déjà très sensibles à ces sujets. Voilà, donc c'était juste pour dire que ce centre de ressources EcoProd existe, donc voilà, suivez notre actu en fait. Merci. Ah, une question ou pas? Oui, bonjour. Bonjour. Dans la vidéo qu'on vient de voir, la bande-annonce Netflix, donc sur le tout dernier écran, c'est noté que d'ici la fin 2022, Netflix serait Zero Neutral Emissions. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus, s'il vous plaît? Oui, en fait, je ne sais pas très bien de la façon dont c'est formulé, mais en fait, ce que ça traduit concrètement, c'est que chaque année, on ramène à zéro le solde de nos émissions restantes en investissant dans des projets de captation du carbone de haute qualité. Voilà, donc ça, c'est une chose. Et puis l'autre chose, ce que je vous disais tout à l'heure, d'ici à fin 2030, on aura réduit de 45% nos émissions de gaz à effet de serre. Là-haut, il y a une question. Merci, bonjour. C'est une question pour vous, la dame de Netflix. Le chiffre que vous avez cité de 5% pour le streaming est assez étonnant parce que EcoProd, en 2020, disait que le streaming, ça représentait 56% en fait des coûts en fait. De la problématique écologique, disons, de l'ensemble du cinéma. Que c'était pas tellement les tournages qui coûtaient cher en émissions de gaz à effet de serre et de CO2, etc., mais que c'était le streaming qui était le coût le plus important.
Donc entre 5% et 56, ça fait je crois qu'il y a, bon, déjà le 5%, c'est très concrètement, c'est ce que ça représente dans l'empreinte carbone de Netflix. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, 60% les tournages, 30-35% les opérations de Netflix et 5% le streaming. Donc c'est ce que ça représente dans notre empreinte carbone. Après, je pense qu'il y a eu aussi beaucoup d'études et beaucoup de chiffres qui ont circulé ces dernières années. Nous d'ailleurs, on est très heureux, je tenais à le dire, d'avoir rejoint EcoProd récemment, et donc on travaillera avec EcoProd aussi sur ces questions. Ce qui est sûr, c'est que sur l'empreinte environnementale du numérique, parce que c'est de ça dont on parle quand on parle du streaming, je crois aussi qu'il y a eu beaucoup d'études récentes de l'ADEME, de l'ARCEP, qui ont montré que 80% en réalité de l'impact se situe au niveau du terminal. Donc pour la partie streaming à proprement parler, donc diffusion des contenus en fait sur les réseaux, on est en fait incité à être incroyablement efficace. Pourquoi ? Parce qu'on veut que vous ayez la meilleure expérience possible de Netflix, parce qu'on veut surtout à tout prix éviter que ça mouline, que ça ne fonctionne pas, etc. Et donc on est d'ores et déjà incroyablement efficace s'agissant du streaming sur le plan énergétique. On a énormément investi dans l'encodage des vidéos, par exemple, donc on a beaucoup travaillé sur la résolution de la vidéo pour éviter d'envoyer une qualité de vidéo que ne peut pas supporter l'écran que vous utilisez. Donc on adapte automatiquement la qualité de la vidéo à l'écran, et on a beaucoup travaillé aussi sur la diffusion de nos contenus en travaillant avec les fournisseurs de services Internet, enfin les opérateurs de télécom, à diffuser géographiquement la distribution du contenu avec des serveurs en fait qu'on leur met à disposition gratuitement et qui permettent au contenu de vous être envoyé du plus près de là où vous habitez. Bon, enfin tout ça c'est assez complexe, mais en réalité la partie streaming à proprement parler est déjà extraordinairement efficace énergétiquement parlant, et donc aussi en termes d'empreinte carbone. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas plein de sujets sur lesquels aussi on travaille. D'ailleurs, on travaille avec tous les maillons de la chaîne, et notamment aussi avec les fabricants de terminaux, parce que voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je voulais dire un petit truc. Jean-Michel. Et après, il y aura une dernière question. Oui. Ouais, juste le temps que le micro circule. Non, je voulais dire que nous, avec le doc, c'est vrai qu'on fait beaucoup moins d'impact, on est plus près, on est en proximité, mais moi, j'ai vraiment un problème que j'ai eu du mal à résoudre, sur la vallée des Loups notamment, parce qu'en fait, je me suis servi de mes chevaux pour trimballer le matériel, et j'ai un problème de flatulence des chevaux, et ça reste mon gros problème, mais à part ça, ça va pas trop mal. Voilà. C'est mieux qu'un gros camion qui pollue. Voilà. Ouais. On a essayé les chevaux et leur flatulence. Les bouchons, ça marche pas. Non, faut pas, ça leur fait mal. Enfin, ça gonfle. La dernière question qui est là. Oui, bonjour. C'était aussi une remarque plus globale sur cette question qui est fondamentale, qui est l'écologie dans le cinéma, et aussi dans les séries, sur les plateformes et à la télévision. Et ça pose globalement aussi la question des nouveaux récits, mais aussi dans le travail des autrices et des auteurs, comment est-ce qu'on s'empare de ces questions-là pour aussi réinventer et re-questionner le genre de ce cinéma écologique. En fait, la question, elle est très vaste. Et là, on parle de récits qui vont vers soit les comédies, certes, il en faut, et tout ça est tout à fait nécessaire, ou vers des récits qui iraient vers des choses qui seraient très feel good ou qui prennent mal à personne, mais en fait quand on parle d'écologie ça fait un peu mal en fait, alors sans aller dans des choses qui vont vers l'effondrement, l'éco-anxiété, mais quand même c'est difficile, c'est une thématique qui est difficile, et du coup c'est la question de comment est-ce qu'on fait pour aller vers la lumière, parce qu'il faut rester optimiste bien sûr, si on se dit qu'on va tous crever d'ici 2050 ça n'a pas d'intérêt, je comprends que les gens voudront pas ouvrir leur poste, mais quand même, ou aller au cinéma, acheter des billets pour ça, mais quand même comment on fait, et donc c'est une question plus vaste et globale, voilà, que j'aurais aimé peut-être discuter avec les auteurs qui sont là pour voir comment est-ce qu'on fait. Voilà. C'est une bonne question que ma fille de 24 ans me pose en permanence. C'est un débat de fond qu'on a souvent. Voilà. C'est un débat existentiel, évidemment. Et puis on fait des films là engagés, et est-ce qu'ils ne servent pas de caution à ce que rien ne change? C'est évidemment pas parce qu'on va faire des économies d'énergie sur nos tournages ou qu'une plateforme fait des efforts supérieurs aux autres que les choses vont changer. C'est politiquement que les choses sont évidemment beaucoup plus profondes, beaucoup plus graves, et que nous avons un rôle délicat. C'est-à-dire que si nous en parlons, beaucoup de gens se disent on en parle beaucoup l'écologie, donc c'est bon.
puisqu'on en parle beaucoup, puisque c'est au cœur de tous les sujets. Bon, c'est bon. L'écologie, ça y est, c'est réglé. Évidemment, rien n'est réglé. Donc, c'est un problème politique beaucoup, beaucoup plus large. Je voudrais vous inciter à rester pour le débat d'après, parce qu'il y a Alban Godard qui s'occupe de Good Planet et qui a dit quelque chose dans une interview qu'on a faite, qui disait la diversité, c'est la vie et le monopole, c'est la mort. Et je pense que le cinéma français, pour répondre à ta question, c'est la diversité. C'est pas pour rien qu'on est le 3e cinéma du monde, c'est qu'on fait tous les films, les petits, les gros, les moyens, des films d'auteurs super durs, des films plus accessibles au grand public. Et moi, je suis obsédé par cette diversité, que ça soit la biodiversité ou la diversité de la culture. Et évidemment, notre danger, c'est le danger qu'on a, c'est que notre diversité disparaisse en faveur de grands groupes français, mais surtout étrangers. Et là, on a un travail, nous, à l'ARP, qu'on fait, à savoir que notre diversité, c'est notre vie. Et c'est cette diversité de point de vue et de culture qui peut faire que, politiquement, il y a encore des impacts qui se font dans les esprits des gens, mais votre question est la bonne, et là, je n'ai pas la réponse. Ou alors j'en ai une, mais je vais peut-être la garder pour moi, parce qu'elle va vous déprimer, ou elle va vous amuser. Cette conversation que j'ai avec mes enfants, mon fils est parti vivre à la campagne, il a tout équipé en solaire, il n'y a aucun écran chez lui. Il s'est mis à la permaculture en même temps qu'il fait la musique de mes films. Et c'est un choix de vie. C'est un choix de vie et ça lui va bien, mais il sait que ça ne résout rien. Et donc l'autre problème, c'est le combat. Et votre génération, il y a une génération qui va faire... je crois que ce qui s'est passé à Sainte-Soline, personnellement, ça ne va pas arrêter. Ça ne va pas arrêter parce qu'il y a une génération qui a compris qu'on va peut-être dans le mur. Or, pour éviter le mur, il n'y a que le combat. Enfin, il faut se bouger, quoi. Et dès qu'on se bouge, ça fait mal. Ça fait mal, donc ça ne peut pas être que sympa, le combat. Mais si on ne le livre pas, alors là, pour le coup, c'est foutu. Donc comment trouver l'exaltation du combat? Comment faire, comme dit Pont-Esconville, on sait que tous on va mourir à la fin, mais faisons que vers le chemin de la mort, la vie soit la plus exaltante possible. Donc là, il y a de l'exaltation dans le combat que les combats que vous avez amenés. J'espère que vous allez y trouver de la joie, de l'exaltation. Il n'est pas exclu que vous puissiez gagner à la fin. Ce qui est quand même une bonne raison de s'y coller, quand même. Et merci. Et je crois qu'il y avait une dernière remarque. Pardon, excuse-moi Stéphane. Oui, pardon. Parce que c'est un grand débat, on pourrait en parler des heures, là c'est presque un autre sujet, mais pour moi il y a de la lumière. Hein. Moi je sais, dans une période de ma vie, j'étais beaucoup sur le constat, je lisais les articles scientifiques et tout ça, c'est déprimant, mais par contre quand on passe à l'action, quand on rencontre des glaciologues ou quand on rencontre des gens qui sont dans l'action, c'est beaucoup plus positif. Et il y a plein de choses très positives qui se font, et donc si on se raccroche à tout ça, ça rend beaucoup plus optimiste. Et donc pour moi c'est pas une fatalité de faire un film déprimant qui parle de ces questions-là. Il y a aussi de la lumière et il faut la montrer et il faut s'y accrocher parce qu'on n'a que ça. Et donc voilà. Et puis il faut faire sa part parce que c'est sûr que c'est politique. On peut dire de toute manière tout est politique. Je sais, tous les multinationales, tout ce qu'on veut, mais à un moment, moi la seule chose que je maîtrise, c'est moi-même en fait. C'est ma vie, c'est mon entourage, c'est mes choix. Donc déjà dans mes propres choix. Dans ma propre vie, que j'essaye de faire cette transition à mon rythme, hein, mais que je me mette dans ce mouvement. Et pour moi, l'important, c'est pas tant le résultat, parce qu'on n'est pas parfait et que ça va pas se faire en 2 secondes, mais c'est qu'on se mette tous dans ce mouvement de réduire tous son empreinte carbone, dans son travail, dans son chez-soi, et de se reconnecter à toutes les actions positives qui se passent tout autour de nous, et il y en a plein. Et là, ça peut rendre positif et ça peut redonner un peu l'espoir et l'utopie que c'est possible encore d'éviter le maximum du pire possible. Merci Stéphane. Je crois qu'il y avait une dernière... Oui, en fait, c'était peut-être aussi un petit peu pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, et moi je suis un peu moins pessimiste peut-être, mais parce qu'à Sérimania, justement, il y a eu beaucoup aussi de débats sur ces sujets-là. Et donc, c'est pour ça que je suis très contente de voir qu'il y a l'écran d'après et Imagine 2050, parce qu'il y avait également une scientifique du Shift Project qui était là sur un des panels, qui était un panel qui était censé représenter des créations pour des futurs souhaitables. Et ce qui était très surprenant, c'est que, à part cette scientifique de Shift Project qui était là pour parler de la notion de planet placement,
Donc ça, c'est quelque chose de très concret, par exemple. On parle de plant placement, un peu comme ce que vous dites, voilà, c'est la même chose. C'est pas de faire des sujets sur l'écologie, c'est que l'écologie, elle irrigue en fait les récits partout, et y compris des récits grand public. Et voilà, donc je voulais parler de ça. Et moi, personnellement, pourquoi est-ce que je suis un peu moins pessimiste? Parce que, je sais pas, il me semble que en fait, déjà, l'humanité, c'est une toute petite branche de l'histoire de la planète. Et que, en fait, la révolution industrielle, la société de consommation, enfin tout ce qui nous fout dans la merde, en gros, c'est quoi ça? 100 ans, 150 ans, on va être sympa, 200 ans. C'est tout petit à l'échelle du temps. Et que moi, c'est plutôt cette impression-là, je me dis, alors certes, on fout bien la merde en peu de temps, mais en même temps, on a encore des bébés par rapport à ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout récent, en fait, et c'est pareil pour le numérique, on est des bébés numériques, on commence seulement à s'apercevoir un peu de l'impact, en fait, que ça a, toute cette société de consommation. Et que moi, j'ai bon espoir, je suis même assez impressionnée que finalement, en seulement 20, 30, 40 ans, il y ait cette prise de conscience de plus en plus forte. Voilà, donc ça c'était pour peut-être donner un peu d'espoir aussi, parce que j'entends aussi parfois beaucoup de désespoir et de désespérance. Moi je travaille sur une utopie écolo justement en tant que scénariste, et j'aimerais en voir plus, et je trouve qu'on n'en a pas assez vu à Sérimania, parce que de fait pour ce panel, alors que c'était censé parler des futurs possibles, et ben dans les récits qui étaient et les créations, c'était que des dystopies. Donc du coup on en parlait après avec cette scientifique anglaise en disant... C'était un peu bizarre comme panel, parce que c'était censé nous présenter des projets comme ça. Et en fait, on restait vachement dans la dystopie, sans enlever rien à la qualité des projets. Hein. Il y en avait notamment un très très bon, un projet scandinave qui parle d'une militante écolo, etc. Donc ça vient, il y a énormément de projets sur le feu. Voilà. Donc j'espère qu'on verra bientôt des belles utopies. Mais je crois que ça va être le mot de la fin, en espérant de belles utopies, mais surtout des vrais changements, des changements réalistes qui, eux, viendront, et j'espère on pourra changer la donne. En tout cas, merci beaucoup, mon panel, merci Stéphane, merci Pierre, merci Marie-Laure, merci Sébastien, et merci Jean-Michel, et merci à vous, et merci Yasmina et Caroline aussi d'être intervenues. Ah oui, attendez, j'ai un petit mot à dire. En attendant la rencontre autour du film La Montagne de Thomas Salvador avec l'équipe du film qui commencera donc à 17h, nous vous invitons à découvrir dans le hall du cinéma des cinéastes la bibliothèque verte de la journée de la création, une sélection de livres choisis par les intervenants et les animateurs de cette 5e édition.